Chapitre 1 des tribulations d'un Chinois en Chine. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet. Les tribulations d'un Chinois en Chine par Jules Verne. Chapitre 1 où la personnalité et la nationalité des personnages se dégagent peu à peu. Il faut pourtant convenir que la vie a du bon, s'écria l'un des convives, accoudé sur le bras de son siège à dossier de marbre, en grignotant une racine de nénuphar au sucre. Et du mauvais aussi, répondit, entre deux quintes de toux, un autre, que le piquant d'un délicat aileron de requin avait failli étrangler. Soyons philosophes, dit alors un personnage plus âgé, dont le nez supportait une énorme paire de lunettes à large verre, montées sur tige de bois. Aujourd'hui, on risque de s'étrangler, et demain tout passe comme passent les suaves gorgées de ce nectar. C'est la vie, après tout. Et cela dit, cet épicurien, d'humeur accommodante, avala un verre d'un excellent vin tiède, dont la légère vapeur s'échappait lentement d'une théière de métal. Quant à moi, reprit un quatrième convive, l'existence me paraît très acceptable, du moment qu'on ne fait rien et qu'on a le moyen de ne rien faire. Erreur, riposta le cinquième. Le bonheur est dans l'étude et le travail. Acquérir la plus grande somme possible de connaissances, c'est chercher à se rendre heureux. Et à apprendre que, tout compte fait, on ne sait rien. N'est-ce pas le commencement de la sagesse? Et quelle en est la fin? La sagesse n'a pas de fin, répondit philosophiquement l'homme aux lunettes. Avoir le sens commun serait la satisfaction suprême. Ce fut alors que le premier convive s'adressa directement à l'amphitryon, qui occupait le haut bout de la table, c'est-à-dire la plus mauvaise place, ainsi que l'exigeaient les lois de la politesse. Indifférent et distrait, celui-ci écoutait sans rien dire toute cette dissertation interpocula. Voyons, que pense notre hôte de ces divagations après boire? Trouve-t-il aujourd'hui l'existence bonne ou mauvaise? Est-il pour ou contre? L'amphitryon croquait nonchalamment quelques pépins de pastèque. Il se contenta, pour toute réponse, d'avancer dédaigneusement les lèvres en homme qui semble ne prendre intérêt à rien. Peu, fit-il. C'est, par excellence, le mot des indifférents. Il dit tout et ne dit rien. Il est de toutes les langues et doit figurer dans tous les dictionnaires du globe. C'est une moue articulée. Les 5 convives que traitait cet ennuyé le pressèrent alors d'arguments, chacun en faveur de sa thèse. On voulait avoir son opinion. Il se défendit d'abord de répondre et finit par affirmer que la vie n'avait ni bon ni mauvais. À son sens, c'était une invention assez insignifiante, peu réjouissante en somme. Ah, voilà bien notre ami. Peut-il parler ainsi lorsque jamais un pli de rose n'a encore troublé son repos? Et quand il est jeune et bien portant et riche, très riche, plus que très riche, trop riche peut-être. Ces interpellations s'étaient croisées comme les pétards d'un feu d'artifice, sans même amener un sourire sur l'impassible physionomie de l'amphitryon. Il s'était contenté de hausser légèrement les épaules, en homme qui n'a jamais voulu feuilleter, fût-ce une heure, le livre de sa propre vie, qui n'en a pas même coupé les premières pages. Et cependant, cet indifférent comptait 31 ans ou plus, il se portait à merveille, il possédait une grande fortune, son esprit n'était pas sans culture, son intelligence s'élevait au-dessus de la moyenne, il avait enfin tout ce qui manque à tant d'autres pour être un des heureux de ce monde. Pourquoi ne l'était-il pas? Pourquoi? La voix grave du philosophe se fit alors entendre, et, parlant comme un coryphée du chœur antique, « Ami, dit-il, si tu n'es pas heureux ici-bas, c'est que jusqu'ici ton bonheur n'a été que négatif. C'est qu'il en est du bonheur comme de la santé. Pour en bien jouir, il faut en avoir été privé quelquefois. Or, tu n'as jamais été malade. Je veux dire, tu n'as jamais été malheureux. C'est là ce qui manque à ta vie. Qui peut apprécier le bonheur si le malheur ne l'a jamais touché, ne fût-ce qu'un instant? » Et sur cette observation empreinte de sagesse, le philosophe, levant son verre plein d'un champagne puisé aux meilleures marques, « Je souhaite un peu d'ombre au soleil de notre hôte, dit-il, et quelque douleur à sa vie. » Après quoi, il vida son verre tout d'un trait. L'amphitryon fit un geste d'acquiescement et retomba dans son apathie habituelle.
Où se tenait cette conversation? Était-ce dans une salle à manger européenne, à Paris, à Londres, à Vienne, à Pétersbourg? Ces six convives devisaient-ils dans le salon d'un restaurant de l'Ancien ou du Nouveau Monde? Quels étaient ces gens qui traitaient ces questions, au milieu d'un repas, sans avoir bu plus que de raison? En tout cas, ce n'étaient pas des Français, puisqu'ils ne parlaient pas politique. Les six convives étaient attablés dans un salon de moyenne grandeur, luxueusement décoré. À travers le lacis des vitres bleues ou orangées se glissaient, à cette heure, les derniers rayons du soleil. Extérieurement à la baie des fenêtres, la brise du soir balançait des guirlandes de fleurs naturelles ou artificielles, et quelques lanternes multicolores mêlaient leurs pâles lueurs aux lumières mourantes du jour. Au-dessus, la crête des baies s'enjolivait d'arabesques découpées, enrichies de sculptures variées, représentant des beautés célestes et terrestres, animaux ou végétaux d'une faune et d'une flore fantaisistes. Sur les murs du salon, tendus de tapis de soie, miroitaient de larges glaces à double biseau. Au plafond, une punka, agitant ses ailes de percale peinte, rendait supportable la température ambiante. La table, c'était un vaste quadrilatère en laque noire. Pas de nappe à sa surface qui reflétait les nombreuses pièces d'argenterie et de porcelaine comme eût fait une tranche du plus pur cristal. Pas de serviettes, mais de simples carrés de papier, ornés de devises, dont chaque invité avait près de lui une provision suffisante. Autour de la table se dressaient des sièges à dossiers de marbre, bien préférables sous cette latitude aux revers capitonnés de l'ameublement moderne. Quant au service, il était fait par des jeunes filles, fort avenantes, dont les cheveux noirs s'entremêlaient de lys et de chrysanthèmes, et qui portaient des bracelets d'or ou de jade, coquettement contournés à leurs bras. Souriantes et enjouées, elles servaient ou desservaient d'une main, tandis que, de l'autre, elles agitaient gracieusement un large éventail qui ravivait les courants d'air déplacés par la punka du plafond. Le repas n'avait rien laissé à désirer. Qu'imaginer de plus délicat que cette cuisine à la fois propre et savante? Le bignon de l'endroit, sachant qu'il s'adressait à des connaisseurs, s'était surpassé dans la confection des 150 plats dont se composait le menu du dîner. Au début et comme entrée de jeu, figuraient des gâteaux sucrés, du caviar, des sauterelles frites, des fruits secs et des huîtres de Ningpo. Puis se succédèrent, à courts intervalles, des œufs pochés de canne, de pigeons et de vanneaux, des nids d'hirondelles aux œufs brouillés, des fricassés de ginseng, des ouïes d'esturgeon en compote, des nerfs de baleine sauce au sucre, des têtards d'eau douce, des jaunes de crabe en ragoût, des gésiers de moineau et des yeux de mouton piqués d'une pointe d'ail, des ravioles au lait de noyaux d'abricot, des matelotes d'holoturie, des pousses de bambou au jus, des salades sucrées de jeunes radicelles, etc. Ananas de Singapour, pralines d'arachide, amandes salées, mangues savoureuses, fruits du longuienne à chair blanche et du litchi à pulpe pâle, châtaignes d'eau, oranges de Canton confites, formaient le dernier service d'un repas qui durait depuis 3 heures, repas largement arrosé de bière, de champagne, de vin de Shaoxing, et dont l'inévitable riz, poussé entre les lèvres des convives à l'aide de petits bâtonnets, allait couronner au dessert la savante ordonnance. Le moment vint enfin où les jeunes servantes apportèrent, non pas de ces bols à la mode européenne, qui contiennent un liquide parfumé, mais des serviettes imbibées d'eau chaude, que chacun des convives se passa sur la figure avec la plus extrême satisfaction. Ce n'était toutefois qu'un entr'acte dans le repas, une heure de farniente, dont la musique allait remplir les instants. En effet, une troupe de chanteuses et d'instrumentistes entra dans le salon. Les chanteuses étaient jeunes, jolies, de tenue modeste et décente. Mais quelle musique et quelle méthode! Des miaulements, des gloussements, sans mesure et sans tonalité, s'élevant en notes aiguës jusqu'aux dernières limites de perception du sens auditif. Quant aux instruments, violons dont les cordes s'enchevêtraient dans les fils de l'archet, guitares recouvertes de peau de serpent, clarinettes criardes, harmonicas ressemblant à de petits pianos portatifs, ils étaient dignes des chants et des chanteuses, qu'ils accompagnaient à grand fracas. Le chef de ce charivarique orchestre avait remis en entrant le programme de son répertoire. Sur un geste de l'amphitryon, qui lui laissait carte blanche, ses musiciens jouèrent le bouquet des 10 fleurs, morceau très à la mode alors, dont raffolait le beau monde. Puis la troupe chantante et exécutante, bien payée d'avance, se retira, non sans emporter force bravos,
dont elle alla faire encore une importante récolte dans les salons voisins. Les 6 convives quittèrent alors leur siège, mais uniquement pour passer d'une table à une autre, ce qu'ils firent non sans grandes cérémonies et compliments de toutes sortes. Sur cette seconde table, chacun trouva une petite tasse à couvercle, agrémentée du portrait de Bodhidharma, le célèbre moine bouddhiste, debout sur son radeau légendaire. Chacun reçut aussi une pincée de thé qu'il mit infuser, sans sucre, dans l'eau bouillante que contenait sa tasse, et qu'il but presque aussitôt. Quel thé! Il n'était pas à craindre que la maison Jib Jib & Co., qui l'avait fourni, l'eût falsifié par le mélange malhonnête de feuilles étrangères, ni qu'il eût déjà subi une première infusion et ne fût plus bon qu'à balayer les tapis, ni qu'un préparateur indélicat l'eût teint en jaune avec la curcumine, ou en vert avec le bleu de Prusse. C'était le thé impérial dans toute sa pureté. C'étaient ces feuilles précieuses, semblables à la fleur elle-même, ces feuilles de la première récolte du mois de mars, qui se fait rarement, car l'arbre en meurt, ces feuilles, enfin, que de jeunes enfants, aux mains soigneusement gantées, ont seuls le droit de cueillir. Un Européen n'aurait pas eu assez d'interjections laudatives pour célébrer cette boisson, que les 6 convives humaient à petites gorgées, sans s'extasier autrement, en connaisseurs qui en avaient l'habitude. C'est que ceux-ci, il faut le dire, n'en étaient plus à apprécier les délicatesses de cet excellent breuvage. Gens de la bonne société, richement vêtus de la hanchaol, légère chemisette, du maqual, courte tunique, de la haol, longue robe se boutonnant sur le côté, ayant aux pieds babouches jaunes et chaussettes piquées, aux jambes pantalons de soie que serrait à la taille une écharpe à glands, sur la poitrine le plastron de soie finement brodé, l'éventail à la ceinture, ces aimables personnages étaient nés au pays même où l'arbre à thé donne une fois l'an sa moisson de feuilles odorantes. Ce repas, dans lequel figuraient des nids d'hirondelles, des holothuries, des nerfs de baleine, des ailerons de requin, il l'avait savouré comme il le méritait pour la délicatesse de ses préparations. Mais son menu, qui eût étonné un étranger, n'était pas pour les surprendre. En tout cas, ce à quoi ne s'attendaient ni les uns ni les autres, ce fut la communication que leur fit l'amphitryon, au moment où ils allaient enfin quitter la table. Pourquoi celui-ci les avait traités, ce jour-là, ils l'apprirent alors. Les tasses étaient encore pleines. Au moment de vider la sienne pour la dernière fois, l'indifférent, s'accoudant sur la table, les yeux perdus dans le vague, s'exprima en ces termes. Mes amis, écoutez-moi sans rire. Le sort en est jeté, je vais introduire dans mon existence un élément nouveau, qui en dissipera peut-être la monotonie. Sera-ce un bien, sera-ce un mal? L'avenir me l'apprendra. Ce dîner, auquel je vous ai conviés, est mon dîner d'adieu à la vie de garçon. Dans 15 jours, je serai marié et tu seras le plus heureux des hommes, s'écria l'optimiste. Regarde, les pronostics sont pour toi. En effet, tandis que les lampes crépitaient en jetant de pâles lueurs, l'épi jacassait sur les arabesques des fenêtres et les petites feuilles de thé flottaient perpendiculairement dans les tasses. Autant d'heureux présages qui ne pouvaient tromper. Aussi, tous de féliciter leur hôte, qui reçut ses compliments avec la plus parfaite froideur. Mais comme il ne nomma pas la personne, destinée au rôle d'élément nouveau, dont il avait fait choix, aucun n'eut l'indiscrétion de l'interroger à ce sujet. Cependant, le philosophe n'avait pas mêlé sa voix au concert général des félicitations. Les bras croisés, les yeux à demi clos, un sourire ironique sur les lèvres, il ne semblait pas plus approuver les complimenteurs que le complimenté. Celui-ci se leva alors, lui mit la main sur l'épaule, et, d'une voix qui semblait moins calme que d'habitude, « Suis-je donc trop vieux pour me marier ?» lui demanda-t-il. « Non. »« Trop jeune ?»« Pas davantage. »« Tu trouves que j'ai tort ?»« Peut-être. »« Celle que j'ai choisie, et que tu connais, a tout ce qu'il faut pour me rendre heureux. »« Je le sais. »« Eh bien, c'est toi qui n'as pas tout ce qu'il faut pour l'être. S'ennuyer seul dans la vie, c'est mauvais. S'ennuyer à deux, c'est pire. Je ne serai donc jamais heureux? Non, tant que tu n'auras pas connu le malheur. Le malheur ne peut m'atteindre. Tant pis, car alors tu es incurable. Ah, ces philosophes, s'écria le plus jeune des convives. Il ne faut pas les écouter. Ce sont des machines à théorie. Ils en fabriquent de toutes sortes. Pure camelote qui ne vaut rien à l'user. Marie-toi, ami. J'en ferais autant si je n'avais fait vœu de ne jamais rien faire.
Marie-toi et, comme disent nos poètes, puissent les deux phénix t'apparaître toujours tendrement unis. Mes amis, je bois au bonheur de notre hôte. Et moi, répondit le philosophe, je bois à la prochaine intervention de quelque divinité protectrice qui, pour le rendre heureux, le fasse passer par l'épreuve du malheur. Sur ce toast assez bizarre, les convives se levèrent, rapprochèrent leurs poings comme eussent fait des boxeurs au moment de la lutte, puis, après les avoir successivement baissés et remontés en inclinant la tête, ils prirent congé les uns des autres. À la description du salon dans lequel ce repas a été donné, au menu exotique qui le composait, à l'habillement des convives, à leur manière de s'exprimer, peut-être aussi à la singularité de leur théorie, le lecteur a deviné qu'il s'agissait de Chinois, non de ces célestials qui semblent avoir été décollés d'un paravent ou être en rupture de potiche, mais de ces modernes habitants du céleste empire, déjà européanisés par leurs études, leurs voyages, leurs fréquentes communications avec les civilisés de l'Occident. En effet, c'était dans le salon d'un des bateaux-fleurs de la rivière des Perles à Canton que le riche Kin Fo, accompagné de l'inséparable Wang, le philosophe, venait de traiter 4 des meilleurs amis de sa jeunesse, Pao Shen, un mandarin de 4e classe à boutons bleus, Yin Pang, riche négociant en soieries de la rue des pharmaciens, Tim le viveur endurci, et Wal le lettré. Et cela se passait le 27e jour de la 4e lune, pendant la première de ces 5 veilles, qui se partagent si poétiquement les heures de la nuit chinoise. Chapitre 2, dans lequel Kin Fo et le philosophe Wang sont posés d'une façon plus nette. Si Kin Fo avait donné ce dîner d'adieu à ses amis de Canton, c'est que c'était dans cette capitale de la province de Guangdong qu'il avait passé une partie de son adolescence. Des nombreux camarades que doit compter un jeune homme riche et généreux, les 4 invités du bateau-fleur étaient les seuls qui lui restassent à cette époque. Quant aux autres, dispersés au hasard de la vie, il eût vainement cherché à les réunir. Kin Fo habitait alors Shanghai, et pour faire changer d'air à son ennui, il était venu le promener pendant quelques jours à Canton. Mais ce soir même, il devait prendre le steamer qui fait escale aux points principaux de la côte et revenir tranquillement à son yamen. Si Wang avait accompagné Kin Fo, c'est que le philosophe ne quittait jamais son élève, auquel les leçons ne manquaient pas. À vrai dire, celui-ci n'en tenait aucun compte. Autant de maximes et de sentences perdues. Mais la machine à théorie, ainsi que l'avait dit ce viveur de Tim, ne se fatiguait pas d'en produire. Kin Fo était bien le type de ces Chinois du Nord, dont la race tend à se transformer, et qui ne se sont jamais ralliés aux Tartares. On n'eût pas rencontré son pareil dans les provinces du Sud, où les hautes et basses classes se sont plus intimement mélangées avec la race mandchoue. Kin Fo, ni par son père ni par sa mère, dont les familles, depuis la conquête, se tenaient à l'écart, n'avait une goutte de sang tartare dans les veines. Grand, bien bâti, plutôt blanc que jaune, les sourcils tracés en droite ligne, les yeux disposés suivant l'horizontale et se relevant à peine vers les tempes, le nez droit, la face non aplatie, il eût été remarqué même auprès des plus beaux spécimens des populations de l'Occident. En effet, si Kin Fo se montrait chinois, ce n'était que par son crâne soigneusement rasé, son front et son cou sans un poil, sa magnifique queue, qui, prenant naissance à l'occiput, se déroulait sur son dos comme un serpent de jais. Très soigné de sa personne, il portait une fine moustache, faisant demi-cercle autour de sa lèvre supérieure, et une mouche, qui figurait exactement au-dessous le point d'orgue de l'écriture musicale. Ses ongles s'allongeaient de plus d'1 centimètre, preuve qu'il appartenait bien à cette catégorie de gens fortunés qui peuvent vivre sans rien faire. Peut-être aussi la nonchalance de sa démarche, le hautain de son attitude, ajoutaient-ils encore à ce « comme il faut » qui se dégageait de toute sa personne. D'ailleurs, Kin Fo était né à Pékin, avantage dont les Chinois se montrent très fiers. À qui l'interrogeait, il pouvait superbement répondre « Je suis d'en haut ». C'était à Pékin, en effet, que son père Chung Heu demeurait au moment de sa naissance, et il avait 6 ans lorsque celui-ci vint se fixer définitivement à Shanghai. Ce digne Chinois, d'une excellente famille du nord de l'Empire, possédait, comme ses compatriotes, de remarquables aptitudes pour le commerce. Pendant les premières années de sa carrière, tout ce que produit ce riche territoire si peuplé, papier de Swatow, soieries de Suchéou, sucre candice de Formose,
thé de Hankou et de Fuzhou, fer du Honan, cuivre rouge ou jaune de la province de Yunnan, tout fut pour lui élément de négoce et matière à trafic. Sa principale maison de commerce, son Hong, était à Shanghai, mais il possédait des comptoirs à Nankin, à Tientsin, à Macao, à Hong Kong. Très mêlé au mouvement européen, c'étaient les steamers anglais qui transportaient ses marchandises, c'était le câble électrique qui lui donnait le cours des soieries à Lyon et de l'opium à Calcutta. Aucun de ces agents du progrès, vapeur ou électricité, ne le trouvait réfractaire, ainsi que le sont la plupart des Chinois, sous l'influence des mandarins et du gouvernement, dont ce progrès diminue peu à peu le prestige. Bref, Chong-Héou manœuvra si habilement, aussi bien dans son commerce avec l'intérieur de l'Empire que dans ses transactions avec les maisons portugaises, françaises, anglaises ou américaines de Shanghai, de Macao et de Hong Kong, qu'au moment où Kin Fo venait au monde, sa fortune dépassait déjà 400 000 $. Or, pendant les années qui suivirent, cette épargne allait être doublée grâce à la création d'un trafic nouveau qu'on pourrait appeler le commerce des coulis du Nouveau Monde. On sait, en effet, que la population de la Chine est surabondante et hors de proportion avec l'étendue de ce vaste territoire, diversement mais poétiquement nommé Céleste Empire, Empire du Milieu, Empire ou Terre des Fleurs. On ne l'évalue pas à moins de 360 millions d'habitants. C'est presque un tiers de la population de toute la Terre. Or, si peu que mange le Chinois pauvre, il mange. Et la Chine, même avec ses nombreuses rizières, ses immenses cultures de millet et de blé, ne suffit pas à le nourrir. De là un trop-plein qui ne demande qu'à s'échapper par ces trouées que les canons anglais et français ont faites aux murailles matérielles et morales du Céleste Empire. C'est vers l'Amérique du Nord et principalement sur l'État de Californie que s'est déversé ce trop-plein. Mais cela s'est fait avec une telle violence que le Congrès a dû prendre des mesures restrictives contre cette invasion, assez impoliment nommée la peste jaune. Ainsi qu'on l'a fait observer, 50 millions d'émigrants chinois aux États-Unis n'auraient pas sensiblement amoindri la Chine, et c'eût été l'absorption de la race anglo-saxonne au profit de la race mongole. Quoi qu'il en soit, l'exode se fit sur une vaste échelle. Ces coulis, vivant d'une poignée de riz, d'une tasse de thé et d'une pipe de tabac, aptes à tous les métiers, réussirent rapidement au lac Salé, en Virginie, dans l'Oregon et surtout dans l'État de Californie, où ils abaissèrent considérablement le prix de la main-d'œuvre. Des compagnies se formèrent donc pour le transport de ces émigrants si peu coûteux. On en compta 5 qui opéraient le racolage dans 5 provinces du Céleste Empire et une 6e fixée à San Francisco. Les premières expédiaient, la dernière recevait la marchandise. Une agence annexe, celle de Ting Tong, la réexpédiait. Ceci demande une explication. Les Chinois veulent bien s'expatrier et aller chercher fortune chez les Mélicains, non qu'ils donnent aux populations des États-Unis, mais à une condition, c'est que leurs cadavres seront fidèlement ramenés à la terre natale pour y être enterrés. C'est une des conditions principales du contrat, une clause sine qua non qui oblige les compagnies envers les migrants, et rien ne saurait la faire éluder. Aussi, la Ting Tong, autrement dit l'agence des morts, disposant de fonds particuliers, est-elle chargée de fréter les navires à cadavres qui repartent à pleine charge de San Francisco pour Shanghai, Hong Kong ou Tientsin. Nouveau commerce, nouvelle source de bénéfices. L'habile et entreprenant Chong-Héou sentit cela. Au moment où il mourut, en 1866, il était directeur de la compagnie de Kuangtan, dans la province de ce nom, et sous-directeur de la caisse des fonds des morts à San Francisco. Ce jour-là, Kin Fo, n'ayant plus ni père ni mère, héritait d'une fortune évaluée à 4 millions de francs, placée en actions de la Central Bank californienne, qu'il eut le bon sens de garder. Au moment où il perdit son père, le jeune héritier, âgé de 19 ans, se fut trouvé seul, s'il n'eût eu Wang, l'inséparable Wang, pour lui tenir lieu de mentor et d'ami. Or, qu'était ce Wang? Depuis 17 ans, il vivait dans le yamen de Shanghai. Il avait été le commensal du père avant d'être celui du fils. Mais d'où venait-il? À quel passé pouvait-on le rattacher? Autant de questions assez obscures
auxquelles Chong-Héou et Kin Fo auraient seuls pu répondre. Et s'ils avaient jugé convenable de le faire, ce qui n'était pas probable, voici ce que l'on eût appris. Personne n'ignore que la Chine est, par excellence, le royaume où les insurrections peuvent durer pendant bien des années et soulever des centaines de mille hommes. Or, au XVIIe siècle, la célèbre dynastie des Ming, d'origine chinoise, régnait depuis 300 ans sur la Chine, lorsque, en 1644, le chef de cette dynastie, trop faible contre les rebelles qui menaçaient la capitale, demanda secours à un roi tartare. Le roi ne se fit pas prier, accourut, chassa les révoltés, profita de la situation pour renverser celui qui avait imploré son aide, et proclama empereur son propre fils, Chun-Che. À partir de cette époque, l'autorité tartare fut substituée à l'autorité chinoise, et le trône occupé par des empereurs mandchous. Peu à peu, surtout dans les classes inférieures de la population, les deux races se confondirent. Mais chez les familles riches du Nord, la séparation entre Chinois et Tartares se maintint plus strictement. Aussi le type se distingue-t-il encore, et plus particulièrement au milieu des provinces septentrionales de l'Empire. Là se cantonnèrent les irréconciliables, qui restèrent fidèles à la dynastie déchue. Le père de Kin Fo était de ces derniers, et il ne démentit pas les traditions de sa famille, qui avait refusé de pactiser avec les Tartares. Un soulèvement contre la domination étrangère, même après 300 ans d'exercice, l'eût trouvé prêt à agir. Inutile d'ajouter que son fils Kin Fo partageait absolument ses opinions politiques. Or, en 1860, régnait encore cet empereur Xian Fong, qui déclara la guerre à l'Angleterre et à la France, guerre terminée par le traité de Pékin, le 25 octobre de la dite année. Mais, avant cette époque, un formidable soulèvement menaçait déjà la dynastie régnante. Les Chang Mao ou Taiping, les rebelles aux longs cheveux, s'étaient emparés de Nankin en 1853 et de Shanghai en 1855. Xian Fong mort, son jeune fils eut fort à faire pour repousser les Taiping. Sans le vice-roi Li, sans le prince Kong, et surtout sans le colonel anglais Gordon, peut-être n'eût-il pu sauver son trône. C'est que ces Taiping, ennemis déclarés des Tartares, fortement organisés pour la rébellion, voulaient remplacer la dynastie des Tsing par celle des Wang. Ils formaient 4 bandes distinctes. La première à bannière noire, chargée de tuer. La seconde à bannière rouge, chargée d'incendier. La troisième à bannière jaune, chargée de piller. La quatrième à bannière blanche, chargée d'approvisionner les 3 autres. Il y eut d'importantes opérations militaires dans le Kiangsu. Sucheou et Qiahing, à 5 lieues de Shanghai, tombèrent au pouvoir des révoltés et furent repris, non sans peine, par les troupes impériales. Shanghai, très menacée, était même attaquée, le 18 août 1860, au moment où les généraux Grant et Montauban, commandant l'armée anglo-française, canonnaient les forts du Peiyou. Or, à cette époque, Chong-Héou, le père de Kin Fo, occupait une habitation près de Shanghai, non loin du magnifique pont que les ingénieurs chinois avaient jeté sur la rivière de Sucheou. Ce soulèvement des Taiping, il n'avait pu le voir d'un mauvais œil, puisqu'il était principalement dirigé contre la dynastie tartare. Ce fut donc dans ces conditions que, le soir du 18 août, après que les rebelles eurent été rejetés hors de Shanghai, la porte de l'habitation de Chong-Héou s'ouvrit brusquement. Un fuyard, ayant pu dépister ceux qui le poursuivaient, vint tomber aux pieds de Chong-Héou. Ce malheureux n'avait plus une arme pour se défendre. Si celui auquel il venait demander asile le livrait à la soldatesque impériale, il était perdu. Le père de Kin Fo n'était pas homme à trahir un Taiping qui avait cherché refuge dans sa maison. Il referma la porte et dit: « Je ne veux pas savoir, je ne saurai jamais qui tu es, ce que tu as fait, d'où tu viens. Tu es mon hôte, et, par cela seul, en sûreté chez moi. » Le fugitif voulut parler pour exprimer sa reconnaissance. Il en avait à peine la force. « Ton nom ?» lui demanda Chong-Héou. « Wang. » C'était Wang, en effet, sauvé par la générosité de Chong-Héou, générosité qui aurait coûté la vie à ce dernier si l'on avait soupçonné qu'il donnât asile à un rebelle. Mais Chong-Héou était de ces hommes antiques à qui tout hôte est sacré. Quelques années après,
le soulèvement des rebelles était définitivement réprimé. En 1864, l'empereur Taiping, assiégé dans Nankin, s'empoisonnait pour ne pas tomber aux mains des impériaux. Wang, depuis ce jour, resta dans la maison de son bienfaiteur. Jamais il n'eut à répondre sur son passé. Personne ne l'interrogea à cet égard. Peut-être craignait-on d'en apprendre trop. Les atrocités commises par les révoltés avaient été, dit-on, épouvantables. Sous quelle bannière avait servi Wang? La jaune, la rouge, la noire ou la blanche? Mieux valait l'ignorer, en somme, et conserver l'illusion qu'il n'avait appartenu qu'à la colonne de ravitaillement. Wang, enchanté de son sort d'ailleurs, demeura donc le commensal de cette hospitalière maison. Après la mort de Tchoung-Héou, son fils n'eut garde de se séparer de lui, tant il était habitué à la compagnie de cet aimable personnage. Mais en vérité, à l'époque où commence cette histoire, qui eût jamais reconnu un ancien Taiping, un massacreur, un pillard ou un incendiaire, au choix, dans ce philosophe de 55 ans, ce moraliste à lunettes, ce chinois chinoisant, yeux relevés vers les tempes, moustache traditionnelle? Avec sa longue robe de couleur peu voyante, sa ceinture relevée sur la poitrine par un commencement d'obésité, sa coiffure réglée suivant le décret impérial, c'est-à-dire un chapeau de fourrure au bord dressé le long d'une calotte, d'où s'échappaient des houppes de filets rouges, n'avait-il pas l'air d'un brave professeur de philosophie, de l'un de ces savants qui font couramment usage des 80 000 caractères de l'écriture chinoise, d'un lettré du dialecte supérieur, d'un premier lauréat de l'examen des docteurs, ayant le droit de passer sous la grande porte de Pékin, réservée aux fils du ciel? Peut-être, après tout, oubliant un passé plein d'horreurs, le rebelle s'était-il bonifié au contact de l'honnête Tchoung-Héou, et avait-il tout doucement bifurqué sur le chemin de la philosophie spéculative? Et voilà pourquoi ce soir-là, Kin Fo et Wang, qui ne se quittaient jamais, étaient ensemble à Canton. Pourquoi, après ce dîner d'adieu, tous deux s'en allaient par les quais à la recherche du steamer qui devait les ramener rapidement à Shang-haï. Kin Fo marchait en silence, un peu soucieux même. Wang, regardant à droite, à gauche, philosophant à la lune, aux étoiles, passait en souriant sous la porte de l'éternelle pureté, qu'il ne trouvait pas trop haute pour lui, sous la porte de l'éternelle joie, dont les battants lui semblaient ouverts sur sa propre existence, et il vit enfin se perdre dans l'ombre les tours de la pagode des 500 divinités. Le steamer Perma était là, sous pression. Kin Fo et Wang s'installèrent dans les 2 cabines retenues pour eux. Le rapide courant du fleuve des Perles, qui entraîne quotidiennement avec la fange de ses berges des corps de suppliciés, imprima au bateau une extrême vitesse. Le steamer passa comme une flèche entre les ruines laissées çà et là par les canons français, devant la pagode à 9 étages de Halfway, devant la Pente Jardine, près de Whampoa, où mouillent les plus gros bâtiments, entre les îlots et les estacades de bambous des 2 rives. Les 150 kilomètres, c'est-à-dire les 375 lisses, qui séparent Canton de l'embouchure du fleuve, furent franchis dans la nuit. Au lever du soleil, le Perma dépassait la gueule du Tigre, puis les 2 barres de l'estuaire. Le Victoria Peak de l'île de Hong Kong, haut de 1825 pieds, apparut un instant dans la brume matinale et, après la plus heureuse des traversées, Kin Fo et le philosophe, refoulant les eaux jaunâtres du fleuve bleu, débarquaient à Shang-haï, sur le littoral de la province de Kiangnan. Chapitre 3, où le lecteur pourra, sans fatigue, jeter un coup d'œil sur la ville de Shang-haï. Un proverbe chinois dit « Quand les sabres sont rouillés et les bêches luisantes, quand les prisons sont vides et les greniers pleins, quand les degrés des temples sont usés par les pas des fidèles et les cours des tribunaux couvertes d'herbe, quand les médecins vont à pied et les boulangers à cheval, l'Empire est bien gouverné. » Le proverbe est bon. Il pourrait s'appliquer justement à tous les États de l'Ancien et du Nouveau Monde. Mais s'il en est un où ce désideratum soit encore loin de se réaliser, c'est précisément le Céleste Empire. Là, ce sont les sabres qui reluisent et les bêches qui se rouillent, les prisons qui regorgent et les greniers qui se désemplissent. Les boulangers chôment plus que les médecins, et, si les pagodes attirent les fidèles, les tribunaux, en revanche, ne manquent ni de prévenus ni de plaideurs.
D'ailleurs, un royaume de 180 000 milles carrés qui, du nord au sud, mesure plus de 800 lieues et, de l'est à l'ouest, plus de 900, qui compte 18 vastes provinces, sans parler des pays tributaires, la Mongolie, la Mandchourie, le Tibet, le Tonkin, la Corée, les îles Liuchu, etc., ne peut être que très imparfaitement administré. Si les Chinois s'en doutent bien un peu, les étrangers ne se font aucune illusion à cet égard. Seul, peut-être, l'empereur, enfermé dans son palais dont il franchit rarement les portes, à l'abri des murailles d'une triple ville, ce fils du ciel, père et mère de ses sujets, faisant ou défaisant les lois à son gré, ayant droit de vie et de mort sur tous, et auquel appartiennent, par sa naissance, les revenus de l'Empire, ce souverain, devant qui les fronts se traînent dans la poussière, trouve que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il ne faudrait même pas essayer de lui prouver qu'il se trompe. Un fils du ciel ne se trompe jamais. Kin Fo avait-il eu quelque raison de penser que mieux vaut être gouverné à l'européenne qu'à la chinoise? On serait tenté de le croire. En effet, il demeurait, non dans Shanghai, mais en dehors, sur une portion de la concession anglaise, qui se maintient dans une sorte d'autonomie très appréciée. Shanghai, la ville proprement dite, est située sur la rive gauche de la petite rivière Huangpu, qui, se réunissant à angle droit avec le Wusong, va se mêler au Yangtze-kiang ou fleuve bleu, et de là se perd dans la mer Jaune. C'est un ovale, couché du nord au sud, enceint de hautes murailles, percé de 5 portes s'ouvrant sur ses faubourgs. Réseau inextricable de ruelles dallées, que les balayeuses mécaniques s'useraient à nettoyer, boutiques sombres sans devanture ni étalage, où fonctionnent des boutiquiers nus jusqu'à la ceinture, pas une voiture, pas un palanquin, à peine des cavaliers. Quelques temples indigènes ou chapelles étrangères. Pour toute promenade, un jardin-thé et un champ de parade assez marécageux, établi sur un sol de remblai, comblant d'anciennes rizières et sujette aux émanations paludéennes. À travers ces rues, au fond de ces maisons étroites, une population de 200 000 habitants. Telle est cette cité d'une habitabilité peu enviable, mais qui n'en a pas moins une grande importance commerciale. Là, en effet, après le traité de Nankin, les étrangers eurent pour la première fois le droit de fonder des comptoirs. Ce fut la grande porte ouverte, en Chine, au trafic européen. Aussi, en dehors de Shanghai et de ses faubourgs, le gouvernement a-t-il concédé, moyennant une rente annuelle, 3 portions de territoire aux Français, aux Anglais et aux Américains, qui sont au nombre de 2000 environ. De la concession française, il y a peu à dire. C'est la moins importante. Elle confine presque à l'enceinte nord de la ville et s'étend jusqu'au ruisseau de Yangqingpang, qui la sépare du territoire anglais. Là s'élèvent les églises des lazaristes et des jésuites, qui possèdent aussi, à 4 milles de Shanghai, le collège de Tsikave, où ils forment des bacheliers chinois. Mais cette petite colonie française n'égale pas ses voisines à beaucoup près. Des 10 maisons de commerce, fondées en 1861, il n'en reste plus que 3, et le comptoir d'escompte a même préféré s'établir sur la concession anglaise. Le territoire américain occupe la partie en retour sur le Wusong. Il est séparé du territoire anglais par le Soo-Cheu Creek, que traverse un pont de bois. Là se voit l'hôtel Astor, l'église des missions. Là se creusent les docks installés pour la réparation des navires européens. Mais des 3 concessions, la plus florissante est, sans contredit, la concession anglaise. Habitations somptueuses sur les quais, maisons à vérandas et à jardins, palais des princes du commerce, l'Oriental Bank, le Hong de la célèbre maison Dent avec sa raison sociale du Lao Chi Chang, les comptoirs des Jardine, des Russell et autres grands négociants, le club anglais, le théâtre, le jeu de paume, le parc, le champ de course, la bibliothèque, tel est l'ensemble de cette riche création des Anglo-Saxons qui a justement mérité le nom de colonie modèle. C'est pourquoi, sur ce territoire privilégié, sous le patronage d'une administration libérale, ne s'étonnera-t-on pas de trouver, ainsi que le dit M. Léon Rousset, une ville chinoise d'un caractère tout particulier et qui n'a d'analogue nulle part ailleurs. Ainsi donc, en ce petit coin de terre, l'étranger, arrivé par la route pittoresque du fleuve bleu, voyait 4 pavillons se développer au souffle de la même brise, les 3 couleurs françaises
et le yacht du Royaume-Uni, les étoiles américaines et la croix de Saint-André, jaune sur fond vert, de l'Empire des Fleurs. Quant aux environs de Shanghai, pays plat, sans un arbre, coupé d'étroites routes empierrées et de sentiers tracés à angle droit, troués de citernes et d'arroyos, distribuant l'eau à d'immenses rizières, sillonnés de canaux portant des jonques qui dérivent au milieu des champs, comme les gribanes à travers les campagnes de la Hollande, c'était une sorte de vaste tableau, très vert de ton, auquel eût manqué son cadre. Le Perma, à son arrivée, avait accosté le quai du port indigène, devant le faubourg est de Shanghai. C'est là que Wang et Kin Fo débarquèrent dans l'après-midi. Le va-et-vient des gens affairés était énorme sur la rive, indescriptible sur la rivière. Les jonques par centaines, les bateaux-fleurs, les sampans, sortes de gondoles conduites à la godille, les gigs et autres embarcations de toute grandeur, formaient comme une ville flottante où vivait une population maritime qu'on ne peut évaluer à moins de 40 000 âmes. Population maintenue dans une situation inférieure et dont la partie aisée ne peut s'élever jusqu'à la classe des lettrés ou des mandarins. Les deux amis s'en allèrent en flânant sur le quai, au milieu de la foule hétéroclite, marchands de toutes sortes, vendeurs d'arachides, d'oranges, de noix d'arec ou de pamplemousse, marins de toutes nations, porteurs d'eau, diseurs de bonne aventure, bonzes, lamas, prêtres catholiques vêtus à la chinoise avec queue et éventail, soldats indigènes, tipao, les sergents de ville de l'endroit, et compradors, sortes de commis courtiers qui font les affaires des négociants européens. Kin Fo, son éventail à la main, promenait sur la foule son regard indifférent et ne prenait aucun intérêt à ce qui se passait autour de lui. Ni le son métallique des piastres mexicaines, ni celui des taels d'argent, ni celui des sapeques de cuivre, que vendeurs et chalands échangeaient avec bruit, n'auraient pu le distraire. Il en avait de quoi acheter et payer comptant le faubourg tout entier. Wang, lui, avait déployé son vaste parapluie jaune, décoré de monstres noirs, et, sans cesse orienté, comme doit l'être un Chinois de race, il cherchait partout matière à quelque observation. En passant devant la porte de l'Est, son regard s'accrocha, par hasard, à une douzaine de cages en bambou où grimaçaient des têtes de criminels qui avaient été exécutés la veille. Peut-être, dit-il, y aurait-il mieux à faire que d'abattre des têtes. Ce serait de les rendre plus solides. Kin Fo n'entendit sans doute pas la réflexion de Wang, qui l'eût certainement étonné de la part d'un ancien Taiping. Tous deux continuèrent à suivre le quai, en tournant les murailles de la ville chinoise. À l'extrémité du faubourg, au moment où ils allaient mettre le pied sur la concession française, un indigène, vêtu d'une longue robe bleue, frappant d'un petit bâton une corne de buffle qui rendait un son strident, venait d'attirer la foule. « Un Sien Cheng, dit le philosophe. « Que nous importe, répondit Kin Fo. « Ami, reprit Wang, demande-lui donc la bonne aventure. C'est une occasion au moment de te marier. » Kin Fo voulait continuer sa route. Wang le retint. Le Sien Cheng est une sorte de prophète populaire qui, pour quelques sapecs, fait métier de prédire l'avenir. Il n'a d'autres ustensiles professionnels qu'une cage, renfermant un petit oiseau, cage qu'il accroche à l'un des boutons de sa robe, et un jeu de 64 cartes représentant des figures de dieux, d'hommes ou d'animaux. Les Chinois de toute classe, généralement superstitieux, ne font point fi des prédictions du Sien Cheng, qui, probablement, ne se prend pas au sérieux. Sur un signe de Wang, celui-ci étala à terre un tapis de cotonnade, y déposa sa cage, tira son jeu de cartes, le battit et le disposa sur le tapis, de manière que les figures fussent invisibles. La porte de la cage fut alors ouverte. Le petit oiseau sortit, choisit une des cartes et rentra, après avoir reçu un grain de riz pour récompense. Le Sien Cheng retourna la carte. Elle portait une figure d'homme et une devise, écrite en Kunanrima, cette langue mandarine du Nord, langue officielle qui est celle des gens instruits. Et alors, s'adressant à Kin Fo, le diseur de bonne aventure lui prédit ce que ses confrères de tout pays prédisent invariablement sans se compromettre, à savoir qu'après quelque épreuve prochaine, il jouirait de 10 000 années de bonheur. « Une, répondit Kin Fo, une seulement, et je te tiendrai quitte du reste. » Puis il jeta à terre un taël d'argent, sur lequel le prophète se précipita comme un chien affamé sur un os à moelle.
De pareilles aubaines ne lui étaient pas ordinaires. Cela fait, Wang et son élève se dirigèrent vers la colonie française, le premier songeant à cette prédiction qui s'accordait avec ses propres théories sur le bonheur, le second sachant bien qu'aucune épreuve ne pouvait l'atteindre. Ils passèrent ainsi devant le consulat de France, remontèrent jusqu'au pont Saugeté, sur Yangqingpang, traversèrent le ruisseau, prirent obliquement à travers le territoire anglais, de manière à gagner le quai du port européen. Midi sonnait alors. Les affaires, très actives pendant la matinée, cessèrent comme par enchantement. La journée commerciale était pour ainsi dire terminée, et le calme allait succéder au mouvement, même dans la ville anglaise, devenue chinoise sous ce rapport. En ce moment, quelques navires étrangers arrivaient au port, la plupart sous le pavillon du Royaume-Uni. 9 sur 10, il faut bien le dire, sont chargés d'opium. Cette abrutissante substance, ce poison dont l'Angleterre encombre la Chine, produit un chiffre d'affaires qui dépasse 260 millions de francs et rapporte 300% de bénéfices. En vain le gouvernement chinois a-t-il voulu empêcher l'importation de l'opium dans le Céleste Empire. La guerre de 1841 et le traité de Nankin ont donné libre entrée à la marchandise anglaise et gain de cause aux princes marchands. Il faut, d'ailleurs, ajouter que, si le gouvernement de Pékin a été jusqu'à édicter la peine de mort contre tout Chinois qui vendrait de l'opium, il est des accommodements moyennant finance avec les dépositaires de l'autorité. On croit même que le mandarin gouverneur de Shanghai encaisse 1 million annuellement, rien qu'en fermant les yeux sur les agissements de ses administrés. Il va sans dire que ni Kin Fo ni Wang ne s'adonnaient à cette détestable habitude de fumer l'opium, qui détruit tous les ressorts de l'organisme et conduit rapidement à la mort. Aussi, jamais une once de cette substance n'était-elle entrée dans la riche habitation, où les deux amis arrivaient, 1 heure après avoir débarqué sur le quai de Shanghai. Wang, ce qui aurait encore surpris de la part d'un ex-Taiping, n'avait pas manqué de dire « Peut-être y aurait-il mieux à faire que d'importer l'abrutissement à tout un peuple. Le commerce, c'est bien, mais la philosophie, c'est mieux. Soyons philosophes, avant tout. Soyons philosophes. » Chapitre 4, dans lequel Kin Fo reçoit une importante lettre qui a déjà 8 jours de retard. Un yamen est un ensemble de constructions variées, rangées suivant une ligne parallèle, qu'une seconde ligne de kiosques et de pavillons vient couper perpendiculairement. Le plus ordinairement, le yamen sert d'habitation aux mandarins d'un rang élevé et appartient à l'empereur. Mais il n'est point interdit aux riches célestials d'en posséder en toute propriété, et c'était un de ces somptueux hôtels qu'habitait l'opulent Kin Fo. Wang et son élève s'arrêtèrent à la porte principale, ouverte au front de la vaste enceinte qui entourait les diverses constructions du yamen, ses jardins et ses cours. Si, au lieu de la demeure d'un simple particulier, c'eût été celle d'un magistrat mandarin, un gros tambour aurait occupé la première place sous l'auvent découpé et peinturluré de la porte. Là, de nuit comme de jour, seraient venus frapper ceux de ses administrés qui auraient eu à réclamer justice. Mais, au lieu de ce tambour des plaintes, de vastes jarres en porcelaine ornaient l'entrée du yamen et contenaient du thé froid, incessamment renouvelé par les soins de l'intendant. Ces jarres étaient à la disposition des passants, générosité qui faisait honneur à Kin Fo. Aussi était-il bien vu, comme on dit, de ses voisins de l'Est et de l'Ouest. À l'arrivée du maître, les gens de la maison accoururent à la porte pour le recevoir. Valets de chambre, valets de pied, portiers, porteurs de chaises, palefreniers, cochers, servants, veilleurs de nuit, cuisiniers, tout ce monde qui compose la domesticité chinoise fit la haie sous les ordres de l'intendant. Une dizaine de coolies, engagés au mois pour les gros ouvrages, se tenaient un peu en arrière. L'intendant souhaita la bienvenue au maître du logis. Celui-ci fit à peine un signe de la main et passa rapidement. « Soun » dit-il seulement. « Soun » répondit Wang en souriant. « Si Soun était là, ce ne serait plus Soun. »« Où est Soun » répéta Kin Fo. L'intendant dut avouer que ni lui ni personne ne savait ce qu'était devenu Soun. Or, Soun n'était rien moins que le premier valet de chambre, spécialement attaché à la personne de Kin Fo, et dont celui-ci ne pouvait en aucune façon se passer. Soun était-il donc un domestique modèle? Non. Impossible de faire plus mal son service.
distrait, incohérent, maladroit de ses mains et de sa langue, foncièrement gourmand, légèrement poltron, un vrai Chinois de paravent celui-là, mais fidèle en somme, et le seul, après tout, qui eut le don d'émouvoir son maître. Kin Fo trouvait 20 fois par jour l'occasion de se fâcher contre Soun, et, s'il ne le corrigeait que 10, c'était autant de prix sur sa nonchalance habituelle et de quoi mettre sa bile en mouvement. Un serviteur hygiénique, on le voit. D'ailleurs, Soun, ainsi que font la plupart des domestiques chinois, venait de lui-même au-devant de la correction quand il l'avait mérité. Son maître ne la lui épargnait pas. Les coups de rotin pleuvaient sur ses épaules, ce dont Soun se préoccupait peu. Mais, à quoi il se montrait infiniment plus sensible, c'était aux ablations successives que Kin Fo faisait subir à la queue nattée qui lui pendait sur le dos lorsqu'il s'agissait de quelque faute grave. Personne n'ignore, en effet, combien le Chinois tient à ce bizarre appendice. La perte de la queue, c'est la première punition qu'on applique aux criminels. C'est un déshonneur pour la vie. Aussi le malheureux valet ne redoutait-il rien tant que d'être condamné à en perdre un morceau. Il y a 4 ans, lorsque Soun entra au service de Kin Fo, sa queue, une des plus belles du céleste empire, mesurait 1,25 m. À l'heure qu'il est, il n'en restait plus que 57 centimètres. À continuer ainsi, Soun, dans 2 ans, serait entièrement chauve. Cependant, Wang et Kin Fo, suivis respectueusement des gens de la maison, traversèrent le jardin, dont les arbres, encaissés pour la plupart dans des vases en terre cuite, et taillés avec un art surprenant, mais regrettable, affectaient des formes d'animaux fantastiques. Puis, ils contournèrent le bassin, peuplé de gouramis et de poissons rouges, dont l'eau limpide disparaissait sous les larges fleurs rouges pâles du Nélumbo, le plus beau des nénuphars originaires de l'Empire des Fleurs. Ils saluèrent un hiéroglyphique quadrupède, peint en couleurs violentes sur un mur ad hoc, comme une fresque symbolique, et ils arrivèrent enfin à la porte de la principale habitation du yamen. C'était une maison composée d'un rez-de-chaussée et d'un étage, élevée sur une terrasse à laquelle 6 gradins de marbre donnaient accès. Des claies de bambou étaient tendues comme des auvents devant les portes et les fenêtres, afin de rendre supportable la température déjà excessive, en favorisant l'aération intérieure. Le toit plat contrastait avec le faîtage fantaisiste des pavillons, semés çà et là dans l'enceinte du yamen, et dont les créneaux, les tuiles multicolores, les briques découpées en fines arabesques, amusaient le regard. Au-dedans, à l'exception des chambres spécialement réservées au logement de Wang et de Kin Fo, ce n'étaient que salons entourés de cabinets à cloisons transparentes, sur lesquels couraient des guirlandes de fleurs peintes ou des exergues de ces sentences morales dont les célestials ne sont point avares. Partout, des sièges bizarrement contournés, en terre cuite ou en porcelaine, en bois ou en marbre, sans oublier quelques douzaines de coussins d'un moelleux plus engageant. Partout, des lampes ou des lanternes aux formes variées, aux verres nuancés de couleurs tendres et plus harnachés de glands, de franges et de houppes qu'une mule espagnole. Partout aussi, de ces petites tables attées qu'on appelle chaki, complément indispensable d'un mobilier chinois. Quant aux ciselures d'ivoire et d'écaille, aux bronzes niellés, aux brûle-parfums, aux laques agrémentées de filigranes d'or en relief, aux jades blanc laiteux et vert émeraude, aux vases ronds ou prismatiques de la dynastie des Ming et des Qing, aux porcelaines plus recherchées encore de la dynastie des Yen, aux émaux cloisonnés roses et jaunes translucides, dont le secret est introuvable aujourd'hui, on eût, non pas perdu, mais passé des heures à les compter. Cette luxueuse habitation offrait toute la fantaisie chinoise alliée au confort européen. En effet, Kin Fo, on l'a dit et ses goûts le prouvent, était un homme de progrès. Aucune invention moderne des Occidentaux ne le trouvait réfractaire à leur importation. Il appartenait à la catégorie de ces fils du ciel, trop rares encore, que séduisent les sciences physiques et chimiques. Il n'était donc pas de ces barbares qui coupèrent les premiers fils électriques que la maison Reynolds voulut établir jusqu'au Wousung dans le but d'apprendre plus rapidement l'arrivée des malles anglaises et américaines, ni de ces mandarins arriérés qui, pour ne pas laisser le câble sous-marin de Shanghai à Hong Kong s'attacher à un point quelconque du territoire,
obligèrent les électriciens à le fixer sur un bateau flottant en pleine rivière. Non, Kin Fo se joignait à ceux de ses compatriotes qui approuvaient le gouvernement d'avoir fondé les arsenaux et les chantiers de Foochow sous la direction d'ingénieurs français. Aussi possédait-il des actions de la compagnie de ces steamers chinois, qui font le service entre Tianjin et Shanghai dans un intérêt purement national, et était-il intéressé dans ces bâtiments à grande vitesse qui depuis Singapour gagnent 3 ou 4 jours sur la malle anglaise. On a dit que le progrès matériel s'était introduit jusque dans son intérieur. En effet, des appareils téléphoniques mettaient en communication les divers bâtiments de son yamen. Des sonnettes électriques reliaient les chambres de son habitation. Pendant la saison froide, il faisait du feu et se chauffait sans honte, plus avisé en cela que ses concitoyens, qui gèlent devant l'âtre vide sous leurs quadruples vêtements. Il s'éclairait au gaz tout comme l'inspecteur général des douanes de Pékin, tout comme le richissime M. Yang, principal propriétaire des monts-de-piété de l'Empire du Milieu. Enfin, dédaignant l'emploi suranné de l'écriture dans sa correspondance intime, le progressif Kin Fo, on le verra bientôt, avait adopté le phonographe, récemment porté par Edison au dernier degré de la perfection. Ainsi donc, l'élève du philosophe Wang avait, dans la partie matérielle de la vie autant que dans sa partie morale, tout ce qu'il fallait pour être heureux. Et il ne l'était pas. Il avait Sun pour détendre son apathie quotidienne, et Sun même ne suffisait pas à lui donner le bonheur. Il est vrai que, pour le moment du moins, Sun, qui n'était jamais où il aurait dû être, ne se montrait guère. Il devait sans doute avoir quelque faute grave à se reprocher, quelque grosse maladresse commise en l'absence de son maître, et s'il ne craignait pas pour ses épaules, habituées au rotin domestique, tout portait à croire qu'il tremblait surtout pour sa queue. « Sun !» avait dit Kin Fo, en entrant dans le vestibule, sur lequel s'ouvraient les salons de droite et de gauche, et sa voix indiquait une impatience mal contenue. « Sun !» avait répété Wang, dont les bons conseils et les objurgations étaient toujours restés sans effet sur l'incorrigible valet. « Que l'on découvre Sun et qu'on me l'amène, » dit Kin Fo en s'adressant à l'intendant, qui mit tout son monde à la recherche de l'introuvable. Wang et Kin Fo restèrent seuls. La sagesse, dit alors le philosophe, commande au voyageur qui rentre à son foyer de prendre quelque repos. Soyons sages, répondit simplement l'élève de Wang. Et, après avoir serré la main du philosophe, il se dirigea vers son appartement, tandis que Wang regagnait sa chambre. Kin Fo, une fois seul, s'étendit sur un de ces moelleux divans de fabrication européenne dont un tapissier chinois n'eût jamais su disposer le confortable capitonnage. Là, il se prit à songer. Fût-ce à son mariage avec l'aimable et jolie femme dont il allait faire la compagne de sa vie? Oui, et cela ne peut surprendre, puisqu'il était à la veille d'aller la rejoindre. En effet, cette gracieuse personne ne demeurait pas à Shanghai. Elle habitait Pékin, et Kin Fo se dit même qu'il serait convenable de lui annoncer, en même temps que son retour à Shanghai, son arrivée prochaine dans la capitale du Céleste Empire. Si même il marquait un certain désir, une légère impatience de la revoir, cela ne serait pas déplacé. Très certainement, il éprouvait une véritable affection pour elle. Wang le lui avait bien démontré d'après les plus indiscutables règles de la logique, et cet élément nouveau introduit dans son existence pourrait peut-être en dégager l'inconnu, c'est-à-dire le bonheur, dont Kin Fo rêvait déjà les yeux fermés, et il se fût tout doucement endormi s'il n'eût senti une sorte de chatouillement à sa main droite. Instinctivement, ses doigts se refermèrent et saisirent un corps cylindrique légèrement noueux, de raisonnable grosseur, qu'ils avaient certainement l'habitude de manier. Kin Fo ne pouvait s'y tromper. C'était un rotin qui s'était glissé dans sa main droite. Et, en même temps, ces mots, prononcés d'un ton résigné, se faisaient entendre. « Quand monsieur voudra. » Kin Fo se redressa, et, par un mouvement bien naturel, il brandit le rotin correcteur. Sun était devant lui, à demi courbé, dans la posture d'un patient, présentant ses épaules. Appuyé d'une main sur le tapis de la chambre, de l'autre, il tenait une lettre. « Enfin te voilà, dit Kin Fo. « Aïe, 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 répondit Sun. Je n'attendais mon maître qu'à la 3e veille.
Quand monsieur voudra. Kin Fo jeta le rotin à terre. Soun, si jaune qu'il fût naturellement, parvint cependant à pâlir. Si tu offres ton dos sans autre explication, dit le maître, c'est que tu mérites mieux que cela. Qu'y a-t-il? Cette lettre. Parle donc, s'écria Kin Fo, en saisissant la lettre que lui présentait Soun. J'ai bien maladroitement oublié de vous la remettre avant votre départ pour Canton. 8 jours de retard, coquin? J'ai eu tort, mon maître. Viens ici. Je suis comme un pauvre crabe sans pattes qui ne peut marcher. Aïe, aïe, aïe! Ce dernier cri était un cri de désespoir. Kin Fo avait saisi Soun par sa natte et, d'un coup de ciseau bien affilé, il venait d'en trancher l'extrême bout. Il faut croire que les pattes repoussèrent instantanément au malencontreux crabe, car il l'étala prestement, non sans avoir ramassé sur le tapis le morceau de son précieux appendice. De 57 centimètres, la queue de Soun se trouvait réduite à 54. Kin Fo, redevenu parfaitement calme, s'était rejeté sur le divan et examinait en homme que rien ne presse la lettre arrivée depuis 8 jours. Il n'en voulait à Soun que de sa négligence, non du retard. En quoi une lettre quelconque pouvait-elle l'intéresser? Elle ne serait la bienvenue que si elle lui causait une émotion à lui. Il la regardait donc, mais distraitement. L'enveloppe, faite d'une toile empesée, montrait à l'adresse, et au dos, divers timbres-poste de couleur vineuse et chocolat, portant en exergue au-dessous d'un portrait d'homme les chiffres de 2 et de 6 cents. Cela indiquait qu'elle venait des États-Unis d'Amérique. Bon, fit Kin Fo en haussant les épaules, une lettre de mon correspondant de San Francisco. Et il rejeta la lettre dans un coin du divan. En effet, que pouvait lui apprendre ce correspondant? Que les titres qui composaient presque toute sa fortune dormaient tranquillement dans les caisses de la Central Bank californienne, que ses actions avaient monté de 15 ou 20%, que les dividendes à distribuer dépasseraient ceux de l'année précédente, etc. Quelques milliers de dollars de plus ou de moins n'étaient vraiment pas pour l'émouvoir. Toutefois, quelques minutes après, Kin Fo reprit la lettre et en déchira machinalement l'enveloppe. Mais, au lieu de la lire, ses yeux n'en cherchèrent d'abord que la signature. « C'est bien une lettre de mon correspondant, dit-il. Il ne peut que me parler d'affaires. À demain les affaires. » Et, une seconde fois, Kin Fo allait rejeter la lettre, lorsque son regard fut tout à coup frappé par un mot souligné plusieurs fois au recto de la 2e page. C'était le mot « passif », sur lequel le correspondant de San Francisco avait évidemment voulu attirer l'attention de son client de Shanghai. Kin Fo reprit alors la lettre à son début et la lut de la première à la dernière ligne, non sans un certain sentiment de curiosité qui devait surprendre de sa part. Un instant, ses sourcils se froncèrent, mais une sorte de dédaigneux sourire se dessina sur ses lèvres lorsqu'il eut achevé sa lecture. Kin Fo se leva alors, fit une vingtaine de pas dans sa chambre, s'approcha un instant du tuyau acoustique qui le mettait en communication directe avec Wang. Il porta même le cornet à sa bouche et fut sur le point de faire résonner le sifflet d'appel. Mais il se ravisa, laissa retomber le serpent de caoutchouc et revint s'étendre sur le divan. « Peu », fit-il. Tout Kin Fo était dans ce mot. « Et elle ?» murmura-t-il. « Elle est vraiment plus intéressée que moi dans tout cela. » Il s'approcha alors d'une petite table de laque sur laquelle était posée une boîte oblongue, précieusement ciselée. Mais, au moment de l'ouvrir, sa main s'arrêta. « Que me disait sa dernière lettre ?» murmura-t-il. Et, au lieu de lever le couvercle de la boîte, il poussa un ressort fixé à l'une des extrémités. Aussitôt une douce voix de se faire entendre. « Mon petit frère aîné, ne suis-je plus pour vous comme la fleur Meiwa à la première lune, comme la fleur de l'abricotier à la 2e, comme la fleur du pêcher à la 3e? Mon cher cœur de pierre précieuse, à vous 1000, à vous 10 000 bonjours. » C'était la voix d'une jeune femme, dont le phonographe répétait les tendres paroles. « Pauvre petite sœur cadette, dit Kin Fo. Puis, ouvrant la boîte, il retira de l'appareil le papier, zébré de rainures, qui venait de reproduire toutes les inflexions de la lointaine voix, et le remplaça par un autre.
Le phonographe était alors perfectionné à un point qu'il suffisait de parler à voix haute pour que la membrane fût impressionnée et que le rouleau, mu par un mouvement d'horlogerie, enregistrât les paroles sur le papier de l'appareil. Kin Fo parla donc pendant 1 minute environ. À sa voix, toujours calme, on eût pu reconnaître sous quelle impression de joie ou de tristesse il formulait sa pensée. 3 ou 4 phrases, pas plus, ce fut tout ce que dit Kin Fo. Cela fait, il suspendit le mouvement du phonographe, retira le papier spécial sur lequel l'aiguille, actionnée par la membrane, avait tracé des rainures obliques, correspondant aux paroles prononcées. Puis, plaçant ce papier dans une enveloppe qu'il cacheta, il écrivit de droite à gauche l'adresse que voici: Madame Léou, avenue de Cha Coua, Pékin. Un timbre électrique fit aussitôt accourir celui des domestiques qui était chargé de la correspondance. Ordre lui fut donné de porter immédiatement cette lettre à la poste. 1 heure après, Kin Fo dormait paisiblement, en pressant dans ses bras son Chu-Fu-Jen, sorte d'oreiller de bambou tressé, qui maintient dans les lits chinois une température moyenne, très appréciable sous ces chaudes latitudes. Chapitre 5, dans lequel Léou reçoit une lettre qu'elle eût préféré ne pas recevoir. « Tu n'as pas encore de lettre pour moi ? » ?»« Eh non, madame. »« Que le temps me paraît long, vieille mère. » Ainsi, pour la 10e fois de la journée, parlait la charmante Léou dans le boudoir de sa maison de l'avenue Cha Coua, à Pékin. La vieille mère qui lui répondait, et à laquelle elle donnait cette qualification usitée en Chine pour les servantes d'un âge respectable, c'était la grognonne et désagréable mademoiselle Nan. Léou avait épousé à 18 ans un lettré de premier grade, qui collaborait au fameux Sekou Tsuanshu. Ce savant avait le double de son âge et mourut 3 ans après cette union disproportionnée. La jeune veuve s'était donc trouvée seule au monde lorsqu'elle n'avait pas encore 21 ans. Kin Fo la vit dans un voyage qu'il fit à Pékin vers cette époque. Wang, qui la connaissait, attira l'attention de son indifférente élève sur cette charmante personne. Kin Fo se laissa aller tout doucement à l'idée de modifier les conditions de sa vie en devenant le mari de la jolie veuve. Léou ne fut point insensible à la proposition qui lui fut faite. Et voilà comment le mariage, décidé pour la plus grande satisfaction du philosophe, devait être célébré dès que Kin Fo, après avoir pris à Shanghai les dispositions nécessaires, serait de retour à Pékin. Il n'est pas commun, dans le céleste empire, que les veuves se remarient. Non qu'elles ne le désirent autant que leurs similaires des contrées occidentales, mais parce que ce désir trouve peu de copartageants. Si Kin Fo fit exception à la règle, c'est que Kin Fo, on le sait, était un original. Léou remarié, il est vrai, n'aurait plus le droit de passer sous les pailous, arc commémoratif que l'empereur fait quelquefois élever en l'honneur des femmes célèbres par leur fidélité à l'époux défunt. Telle la veuve Sung, qui ne voulut plus jamais quitter le tombeau de son mari, la veuve Kong Qiang, qui se coupa un bras, la veuve Yen Chiang, qui se défigura en signe de douleur conjugale. Mais Léou pensa qu'il y avait mieux à faire de ses 20 ans. Elle allait reprendre cette vie d'obéissance, qui est tout le rôle de la femme dans la famille chinoise, renoncer à parler des choses du dehors, se conformer aux préceptes du livre Li-Nun sur les vertus domestiques et du livre Nétiopienne sur les devoirs du mariage, retrouver enfin cette considération dont jouit l'épouse, qui, dans les classes élevées, n'est point une esclave, comme on le croit généralement. Aussi Léou, intelligente, instruite, comprenant quelle place elle aurait à tenir dans la vie du riche ennuyé, et se sentant attirée vers lui par le désir de lui prouver que le bonheur existe ici-bas, était toute résignée à son nouveau sort. Le savant, à sa mort, avait laissé la jeune veuve dans une situation de fortune aisée, quoique médiocre. La maison de l'avenue Cha Coua était donc modeste. L'insupportable Nan en composait tout le domestique. Mais Léou était faite à ces regrettables manières, qui ne sont point spéciales aux servantes de l'Empire des Fleurs. C'était dans son boudoir que la jeune femme se tenait de préférence. L'ameublement en aurait semblé fort simple, n'eussent été les riches présents qui, depuis 2 grands mois, arrivaient de Shanghai. Quelques tableaux appendaient au mur, entre autres un chef-d'œuvre du vieux peintre Wan Zhenen, qui aurait accaparé l'attention des connaisseurs, au milieu d'aquarelles très chinoises, à chevaux verts
chiens violets et arbres bleus, dus à quelques artistes modernes du cru. Sur une table de laque se déployaient, comme de grands papillons aux ailes étendues, des éventails venus de la célèbre école de Swatow. D'une suspension de porcelaine s'échappaient d'élégants festons de ces fleurs artificielles, si admirablement fabriquées avec la moelle de l'Arabia papyrifera, de l'île de Formose, et qui rivalisaient avec les blancs nénuphars, les jaunes chrysanthèmes et les lys rouges du Japon, dont regorgeaient des jardinières en bois finement fouillées. Sur tout cet ensemble, les nattes de bambou tressées des fenêtres ne laissaient passer qu'une lumière adoucie, et tamisaient, en les égrenant, pour ainsi dire, les rayons solaires. Un magnifique écran, fait de grandes plumes d'épervier, dont les taches, artistement disposées, figuraient une large pivoine, cet emblème de la beauté dans l'empire des fleurs, 2 volières en forme de pagode, véritables kaléidoscopes des plus éclatants oiseaux de l'Inde, quelques thiémaols éoliens, dont les plaques de verre vibraient sous la brise, 1000 objets enfin auxquels se rattachait une pensée de l'absent, complétaient la curieuse ornementation de ce boudoir. « Pas encore de lettres, Nan ?»« Eh non, madame, pas encore. » C'était une charmante jeune femme que cette jeune Léou. Jolie, même pour des yeux européens, blanche et non jaune, elle avait de doux yeux se relevant à peine vers les tempes, des cheveux noirs ornés de quelques fleurs de pêcher, fixés par des épingles de jade vert, des dents petites et blanches, des sourcils à peine estompés d'une fine touche d'encre de Chine. Elle ne mettait ni crépi de miel et de blanc d'Espagne sur ses joues, ainsi que le font généralement les beautés du céleste empire, ni rond de carmin sur sa lèvre inférieure, ni petit trait vertical entre les 2 yeux, ni aucune couche de ce fard dont la cour impériale dépense annuellement pour 10 millions de sapèques. La jeune veuve n'avait que faire de ces ingrédients artificiels. Elle sortait peu de sa maison de Cha Coua et, dès lors, pouvait dédaigner ce masque dont toute femme chinoise fait usage hors de chez elle. Quant à la toilette de Léou, rien de plus simple et de plus élégant. Une longue robe à 4 fentes, ourlée d'un large galon brodé, sous cette robe une jupe plissée, à la taille un plastron agrémenté de soutaches en filigrane d'or, un pantalon rattaché à la ceinture et se nouant sur la chaussette de soie nankin, de jolies pantoufles ornées de perles. Il n'en fallait pas plus à la jeune veuve pour être charmante, si l'on ajoute que ses mains étaient fines et qu'elle conservait ses ongles, longs et rosés, dans de petits étuis d'argent, ciselés avec un art exquis. Et ses pieds? Eh bien, ses pieds étaient petits, non par suite de cette coutume de déformation barbare qui tend heureusement à se perdre, mais parce que la nature les avait fait tels. Cette mode dure depuis 700 ans déjà, et elle est probablement due à quelques princesses estropiées. Dans son application la plus simple, opérant la flexion de 4 orteils sous la plante, tout en laissant le calcanéum intact, elle fait de la jambe une sorte de tronc de cône, gêne absolument la marche, prédispose à l'anémie et n'a pas même pour raison d'être, comme on a pu le croire, la jalousie des époux. Aussi s'en va-t-elle de jour en jour, depuis la conquête tartare. Maintenant, on ne compte pas 3 Chinoises sur 10 ayant été soumises dès le premier âge à cette suite d'opérations douloureuses qui entraînent la déformation du pied. « Il n'est pas possible qu'une lettre n'arrive pas aujourd'hui, » dit encore Léo. « Voyez donc, vieille mère. »« Ouais, c'est tout vu, » répondit fort irrespectueusement mademoiselle Nan, qui sortit de la chambre en grommelant. Léo voulut alors travailler pour se distraire un peu. C'était encore penser à Kin Fo, puisqu'elle lui brodait une paire de ses chaussures d'étoffe, dont la fabrication est presque uniquement réservée à la femme dans les ménages chinois, à quelque classe qu'elle appartienne. Mais l'ouvrage lui tomba bientôt des mains. Elle se leva, prit dans une bonbonnière 2 ou 3 pastèques, qui craquèrent sous ses petites dents, puis elle ouvrit un livre, le Nushun, ce code d'instruction dont toute honnête épouse doit faire sa lecture habituelle. De même que le printemps est pour le travail la saison favorable, de même l'aube est le moment le plus propice de la journée. Levez-vous de bonne heure, ne vous laissez pas aller aux douceurs du sommeil. Soignez le mûrier et le chanvre, filez avec zèle la soie et le coton. La vertu des femmes est dans l'activité et l'économie. Les voisins feront votre éloge.
Le livre se ferma bientôt. La tendre Léou ne songeait même pas à ce qu'elle lisait. « Où est-il » se demanda-t-elle. « Il a dû aller à Canton. Est-il de retour à Shanghai? Quand arrivera-t-il à Pékin? La mer lui a-t-elle été propice? Que la déesse Koanine lui vienne en aide. » Ainsi disait l'inquiète jeune femme. Puis, ses yeux se portèrent distraitement sur un tapis de table, artistement fait de 1000 petits morceaux rapportés, une sorte de mosaïque d'étoffe à la mode portugaise, où se dessinaient le canard mandarin et sa famille, symbole de la fidélité. Enfin, elle s'approcha d'une jardinière et cueillit une fleur au hasard. « Ah » dit-elle, « ce n'est pas la fleur du saule vert, emblème du printemps, de la jeunesse et de la joie. C'est le jaune chrysanthème, emblème de l'automne et de la tristesse. » Elle voulut réagir contre l'anxiété qui, maintenant, l'envahissait tout entière. Son luth était là. Ses doigts en firent résonner les cordes. Ses lèvres murmurèrent les premières paroles du chant des mains unies, mais elle ne put continuer. Ces lettres, pensait-elle, n'avaient pas de retard autrefois. Je les lisais, l'âme émue. Ou bien, au lieu de ces lignes qui ne s'adressaient qu'à mes yeux, c'était sa voix même que je pouvais entendre. Là, cet appareil me parlait comme s'il eût été près de moi. Et Léou regardait un phonographe, posé sur un guéridon de lac, en tout semblable à celui dont Kin Fo se servait à Shanghai. Tous deux pouvaient ainsi s'entendre, ou plutôt entendre leur voix, malgré la distance qui les séparait. Mais, aujourd'hui encore, comme depuis quelques jours, l'appareil restait muet et ne disait plus rien des pensées de l'absent. En ce moment, la vieille mère entra. « La voilà, votre lettre, » dit-elle. Et Nan sortit, après avoir remis à Léou une enveloppe timbrée de Shanghai. Un sourire se dessina sur les lèvres de la jeune femme. Ses yeux brillèrent d'un plus vif éclat. Elle déchira l'enveloppe, rapidement, sans prendre le temps de la contempler, ainsi qu'elle avait l'habitude de le faire. Ce n'était point une lettre que contenait cette enveloppe, mais un de ces papiers à rainures obliques qui, ajustés dans l'appareil phonographique, reproduisent toutes les inflexions de la voix humaine. « Ah, j'aime encore mieux cela !» s'écria joyeusement Léou. « Je l'entendrai au moins. » Le papier fut placé sur le rouleau du phonographe, qu'un mouvement d'horlogerie fit aussitôt tourner, et Léou, approchant son oreille, entendit une voix bien connue qui disait « Petite sœur cadette, la ruine a emporté mes richesses comme le vent d'Est emporte les feuilles jaunies de l'automne. Je ne veux pas faire une misérable en l'associant à ma misère. Oubliez celui que 10 000 malheurs ont frappé. Votre désespéré Kin Fo. » Quel coup pour la jeune femme! Une vie plus amère que la mère Gentiane l'attendait maintenant. Oui, le vent d'or emportait ses dernières espérances avec la fortune de celui qu'elle aimait. L'amour que Kin Fo avait pour elle s'était-il donc à jamais envolé? Son ami ne croyait-il qu'au bonheur que donne la richesse? Ah! Pauvre Léou! Elle ressemblait maintenant au cerf-volant dont le fil casse et qui retombe brisé sur le sol. Nan, appelée, entra dans la chambre, haussa les épaules et transporta sa maîtresse sur son hang. Mais, bien que ce fût un de ces lits poêles, chauffés artificiellement, combien sa couche parut froide à l'infortuné Léou! Que les 5 veilles de cette nuit sans sommeil lui semblèrent longues à passer. Chapitre 6 qui donnera peut-être au lecteur l'envie d'aller faire un tour dans les bureaux de la centenaire. Le lendemain, Kin Fo, dont le dédain pour les choses de ce monde ne se démentit pas un instant, quitta seul son habitation. De son pas toujours égal, il descendit la rive droite du creek. Arrivé au pont de bois, qui met la concession anglaise en communication avec la concession américaine, il traversa la rivière et se dirigea vers une maison d'assez belle apparence, élevée entre l'église des Missions et le consulat des États-Unis. Au fronton de cette maison se développait une large plaque de cuivre, sur laquelle apparaissait cette inscription en lettres tumulaires: La Centenaire, compagnie d'assurance sur la vie. Capital de garantie, 20 millions de dollars. Agent principal, William J. Bidulph. Kin Fo poussa la porte, que défendait un second battant capitonné, et se trouva dans un bureau divisé en 2 compartiments par une simple balustrade à hauteur d'appui. Quelques cartonniers,
des livres à fermoirs de nickel, une caisse américaine à secret se défendant d'elle-même, 2 ou 3 tables où travaillaient les commis de l'agence, un secrétaire compliqué, réservé à l'honorable William J. Bidulph, tel était l'ameublement de cette pièce, qui semblait appartenir à une maison du Broadway, et non à une habitation bâtie sur les bords du Wousung. William J. Bidulph était l'agent principal, en Chine, de la compagnie d'assurance contre l'incendie et sur la vie, dont le siège social se trouvait à Chicago. La Centenaire, un bon titre qui devait attirer les clients, la Centenaire, très renommée aux États-Unis, possédait des succursales et des représentants dans les 5 parties du monde. Elle faisait des affaires énormes et excellentes, grâce à ses statuts, très hardiment et très libéralement constitués, qui l'autorisaient à assurer tous les risques. Aussi, les Célestials commençaient-ils à suivre ce moderne courant d'idées qui remplit les caisses des compagnies de ce genre. Grand nombre de maisons de l'Empire du Milieu étaient garanties contre l'incendie, et les contrats d'assurance en cas de mort, avec les combinaisons multiples qu'ils comportent, ne manquaient pas de signatures chinoises. La plaque de la Centenaire s'écartelait déjà au fronton des portes shanghaïennes, et entre autres sur les pilastres du riche yamen de Kin Fo. Ce n'était donc pas dans l'intention de s'assurer contre l'incendie que l'élève de Wang venait rendre visite à l'honorable William J. Bidulph. « Monsieur Bidulph » demanda-t-il en entrant. William J. Bidulph était là, en personne, comme un photographe qui opère lui-même toujours à la disposition du public. Un homme de 50 ans, correctement vêtu de noir, en habit, en cravate blanche, toute sa barbe, moins les moustaches, l'air bien américain. « À qui ai-je l'honneur de parler ?» demanda William J. Bidulph. « À Monsieur Kin Fo, de Shanghai. »« Monsieur Kin Fo, un des clients de la Centenaire, police numéro 27200. »« Lui-même. Serais-je assez heureux, monsieur, pour que vous eussiez besoin de mes services ?»« Je désirerais vous parler en particulier, » répondit Kin Fo. La conversation entre ces deux personnes devait se faire d'autant plus facilement que William J. Bidulph parlait aussi bien le chinois que Kin Fo parlait l'anglais. Le riche client fut donc introduit, avec les égards qui lui étaient dus, dans un cabinet tendu de sourdes tapisseries, fermé de doubles portes, où l'on eût pu comploter le renversement de la dynastie des Tsing, sans crainte d'être entendu des plus fins tipaos du céleste empire. « Monsieur, » dit Kin Fo dès qu'il se fut assis dans une chaise à bascule, devant une cheminée chauffée au gaz, « je désirerais traiter avec votre compagnie et faire assurer à mon décès le paiement d'un capital dont je vous indiquerai tout à l'heure le montant. »« Monsieur, » répondit William J. Bidulph, « rien de plus simple. 2 signatures, la vôtre et la mienne, au bas d'une police, et l'assurance sera faite, après quelques formalités préliminaires. Mais, monsieur, permettez-moi cette question. Vous avez donc le désir de ne mourir qu'à un âge très avancé, désir bien naturel d'ailleurs. »« Pourquoi ?» demanda Kin Fo. « Le plus ordinairement, l'assurance sur la vie indique chez l'assuré la crainte qu'une mort trop prochaine. »« Oh, monsieur !» répondit William J. Bidulph le plus sérieusement du monde. « Cette crainte ne se produit jamais chez les clients de la Centenaire. Son nom ne l'indique-t-il pas? S'assurer chez nous, c'est prendre un brevet de longue vie. Je vous demande pardon, mais il est rare que nos assurés ne dépassent pas la centaine. Très rare, très rare. Dans leur intérêt, nous devrions leur arracher la vie. Aussi faisons-nous des affaires superbes. Donc je vous préviens, monsieur, s'assurer à la Centenaire, c'est la quasi-certitude d'en devenir un soi-même. »« Ah » fit tranquillement Kin Fo, en regardant de son œil froid William J. Bidulph. L'agent principal, sérieux comme un ministre, n'avait aucunement l'air de plaisanter. « Quoi qu'il en soit, » reprit Kin Fo, « je désire me faire assurer pour $200,000. »« Nous disons un capital de $200,000, » répondit William J. Bidulph. Et il inscrivit sur un carnet ce chiffre dont l'importance ne le fit pas même sourciller. « Vous savez, » ajouta-t-il, « que l'assurance est de nul effet et que toutes les primes payées, quel qu'en soit le nombre, demeurent acquises à la compagnie si la personne sur la tête de laquelle repose l'assurance perd la vie par le fait du bénéficiaire du contrat. »« Je le sais. Et quels risques prétendez-vous assurer, mon cher monsieur ? » ?»« Tous. Les risques de voyage par terre ou par mer et ceux de séjour hors des limites du céleste empire ? » ?»« Oui. » »« Les risques de condamnation judiciaire ? » ?»« Oui. » »« Les risques de duel ? » ?»« Oui. » »« Les risques de service militaire ? » ?»« Oui.
Alors les surprimes seront fort élevées? Je paierai ce qu'il faudra. Soit. Mais, ajouta Kin Fo, il y a un autre risque très important dont vous ne parlez pas. Lequel? Le suicide. Je croyais que les statuts de la centenaire l'autorisaient à assurer aussi le suicide? Parfaitement, monsieur, parfaitement, répondit William J. Bidulph, qui se frottait les mains. C'est même là une source de superbes bénéfices pour nous. Vous comprenez bien que nos clients sont généralement des gens qui tiennent à la vie, et que ceux qui, par une prudence exagérée, assurent le suicide, ne se tuent jamais. N'importe, répondit Kin Fo. Pour des raisons personnelles, je désire assurer aussi ce risque. À vos souhaits, mais la prime sera considérable. Je vous répète que je paierai ce qu'il faudra. Entendu. Nous disons donc, dit William J. Bidulph, en continuant d'écrire sur son carnet, risque de mer, de voyage, de suicide. Et, dans ces conditions, quel sera le montant de la prime à payer? Demanda Kin Fo. Mon cher monsieur, répondit l'agent principal, nos primes sont établies avec une justesse mathématique qui est tout à l'honneur de la compagnie. Elles ne sont plus basées, comme elles l'étaient autrefois, sur les tables de Duvillard. Connaissez-vous Duvillard? Je ne connais pas Duvillard. Un statisticien remarquable, mais déjà ancien. Tellement ancien même qu'il est mort. À l'époque où il établit ces fameuses tables qui servent encore à l'échelle de prime de la plupart des compagnies européennes, très arriérées, la moyenne de la vie était inférieure à ce qu'elle est présentement, grâce au progrès de toutes choses. Nous nous basons donc sur une moyenne plus élevée, et par conséquent plus favorable à l'assuré, qui paie moins cher et vit plus longtemps. Quel sera le montant de ma prime? Reprit Kin Fo, désireux d'arrêter le verbeux agent, qui ne négligeait aucune occasion de placer ce boniment en faveur de la centenaire. Monsieur, répondit William J. Bidulph, j'aurai l'indiscrétion de vous demander quel est votre âge? 31 ans. Eh bien, à 31 ans, s'il ne s'agissait que d'assurer les risques ordinaires, vous paieriez dans toute compagnie 2,83%. Mais à la centenaire, ce ne sera que 2,70, ce qui fera annuellement, pour un capital de $200,000, 5 400$. Et dans les conditions que je désire? Dit Kin Fo. En assurant tous les risques, y compris le suicide? Le suicide surtout. Monsieur, répondit d'un ton aimable William J. Bidulph, après avoir consulté une table imprimée à la dernière page de son carnet, nous ne pouvons pas vous passer cela à moins de 25%. Ce qui fera $50,000. Et comment la prime doit-elle vous être versée? Tout entière ou fractionnée par mois, au gré de l'assuré. Ce qui donnerait, pour les 2 premiers mois, $8,332 qui, s'ils étaient versés aujourd'hui 30 avril, mon cher monsieur, vous couvriraient jusqu'au 30 juin de la présente année. Monsieur, dit Kin Fo, ces conditions me conviennent. Voici les 2 premiers mois de la prime. Et il déposa sur la table une épaisse liasse de dollars papier qu'il tira de sa poche. Bien, monsieur, très bien, répondit William J. Bidulph. Mais avant de signer la police, il y a une formalité à remplir. Laquelle? Vous devez recevoir la visite du médecin de la compagnie. À quel propos cette visite? Afin de constater si vous êtes solidement constitué, si vous n'avez aucune maladie organique qui soit de nature à abréger votre vie, si vous nous donnez des garanties de longue existence. À quoi bon, puisque j'assure même le duel et le suicide, fit observer Kin Fo. Eh bien, mon cher monsieur, répondit William J. Bidulph, toujours souriant, une maladie dont vous auriez le germe et qui vous emporterait dans quelques mois, nous coûterait bel et bien $200,000. Mon suicide vous les coûterait aussi, je suppose. Cher monsieur, répondit le gracieux agent principal, en prenant la main de Kin Fo qu'il tapota doucement, j'ai déjà eu l'honneur de vous dire que beaucoup de nos clients assurent le suicide, mais qu'ils ne se suicident jamais. D'ailleurs, il ne nous est pas défendu de les faire surveiller. Oh, avec la plus grande discrétion. Ah, fit Kin Fo. J'ajoute, comme une remarque qui m'est personnelle, que, de tous les clients de la centenaire, ce sont précisément ceux-là qui lui paient le plus longtemps leur prime. Voyons, entre nous, pourquoi le riche M. Kin Fo se suiciderait-il? Et pourquoi le riche M. Kin Fo s'assurerait-il? Oh, répondit William J. Bidulph, pour avoir la certitude de vivre très vieux, en sa qualité de client de la centenaire. Il n'y avait pas à discuter plus longuement avec l'agent principal de la célèbre compagnie. Il était tellement sûr de ce qu'il disait. Et maintenant,
ajouta-t-il. Au profit de qui sera faite cette assurance de 200 000 $? Quel sera le bénéficiaire du contrat? Il y aura deux bénéficiaires, répondit Kin Fo. À parts égales? Non, à parts inégales. L'un pour 50 000 $, l'autre pour 150 000. Nous disons pour 50 000, monsieur Wang. Le philosophe Wang? Lui-même. Et pour les 150 000? Madame Léou, de Pékin. De Pékin, ajouta William J. Bidulph, en finissant d'inscrire les noms des ayants droit. Puis il reprit. Quel est l'âge de madame Léou? 21 ans, répondit Kin Fo. Oh, fit l'agent, voilà une jeune dame qui sera bien vieille quand elle touchera le montant du capital assuré. Pourquoi, s'il vous plaît? Parce que vous vivrez plus de 100 ans, mon cher monsieur. Quant au philosophe Wang, 55 ans. Eh bien, cet aimable homme est sûr, lui, de ne jamais rien toucher. On le verra bien, monsieur. Monsieur, répondit William J. Bidulph, si j'étais à 55 ans l'héritier d'un homme de 31 qui doit mourir centenaire, je n'aurais pas la simplicité de compter sur son héritage. Votre serviteur, monsieur, dit Kin Fo, en se dirigeant vers la porte du cabinet. Bien le vôtre, répondit l'honorable William J. Bidulph, qui s'inclina devant le nouveau client de la centenaire. Le lendemain, le médecin de la compagnie avait fait à Kin Fo la visite réglementaire. Corps de fer, muscles d'acier, poumons en soufflet d'orgue, disait le rapport. Rien ne s'opposait à ce que la compagnie traitât avec un assuré aussi solidement établi. La police fut donc signée à cette date par Kin Fo d'une part, au profit de la jeune veuve et du philosophe Wang, et, de l'autre, par William J. Bidulph, représentant de la compagnie. Ni Léou ni Wang, à moins de circonstances improbables, ne devaient jamais apprendre ce que Kin Fo venait de faire pour eux, avant le jour où la centenaire serait mise en demeure de leur verser ce capital, dernière générosité de l'ex-millionnaire. Chapitre 7. Qui serait fort triste s'il ne s'agissait d'us et coutumes particuliers au Céleste Empire. Quoi que pût dire et penser l'honorable William J. Bidulph, la caisse de la centenaire était très sérieusement menacée dans ses fonds. En effet, le plan de Kin Fo n'était pas de ceux dont, réflexion faite, on remet indéfiniment l'exécution. Complètement ruiné, l'élève de Wang avait formellement résolu d'en finir avec une existence qui, même au temps de sa richesse, ne lui laissait que tristesse et ennui. La lettre remise par Soun, 8 jours après son arrivée, venait de San Francisco. Elle mandait la suspension de paiement de la Central Bank californienne. Or, la fortune de Kin Fo se composait en presque totalité, on le sait, d'actions de cette banque célèbre, si solide jusque-là. Mais il n'y avait pas à douter. Si invraisemblable que pût paraître cette nouvelle, elle n'était malheureusement que trop vraie. La suspension de paiement de la Central Bank californienne venait d'être confirmée par les journaux arrivés à Shanghai. La faillite avait été prononcée et ruinait Kin Fo de fond en comble. En effet, en dehors des actions de cette banque, que lui restait-il? Rien ou presque rien. Son habitation de Shanghai, dont la vente, presque irréalisable, ne lui eût procuré que d'insuffisantes ressources. Les 8 000 $ versés en prime dans la caisse de la centenaire, quelques actions de la compagnie des bateaux de Tientsin, qui, vendues le jour même, lui fournirent à peine de quoi faire convenablement les choses in extremis, c'était maintenant toute sa fortune. Un occidental, un français, un anglais eût peut-être pris philosophiquement cette existence nouvelle et cherché à refaire sa vie dans le travail. Un célestial devait se croire en droit de penser et d'agir tout autrement. C'était la mort volontaire que Kin Fo, en véritable chinois, allait, sans trouble de conscience, prendre comme moyen de se tirer d'affaire, et avec cette typique indifférence qui caractérise la race jaune. Le chinois n'a qu'un courage passif, mais ce courage, il le possède au plus haut degré. Son indifférence pour la mort est vraiment extraordinaire. Malade, il la voit venir sans faiblesse. Condamné, déjà entre les mains du bourreau, il ne manifeste aucune crainte. Les exécutions publiques si fréquentes, la vue des horribles supplices que comporte l'échelle pénale dans le Céleste Empire, ont de bonne heure familiarisé les fils du ciel avec l'idée d'abandonner sans regret les choses de ce monde. Aussi ne s'étonnera-t-on pas que, dans toutes les familles, cette pensée de la mort soit à l'ordre du jour et fasse le sujet de bien des conversations. Elle n'est absente d'aucun des actes les plus ordinaires de la vie.
Le culte des ancêtres se retrouve jusque chez les plus pauvres gens. Pas une habitation riche où l'on ait réservé une sorte de sanctuaire domestique, pas une cabane misérable où un coin n'ait été gardé aux reliques des aïeux, dont la fête se célèbre au 2e mois. Voilà pourquoi on trouve, dans le même magasin où se vendent des lits d'enfants nouveau-nés et des corbeilles de mariage, un assortiment varié de cercueils qui forment un article courant du commerce chinois. L'achat d'un cercueil est, en effet, une des constantes préoccupations des Célestials. Le mobilier serait incomplet si la bière manquait à la maison paternelle. Le fils se fait un devoir de l'offrir de son vivant à son père. C'est une touchante preuve de tendresse. Cette bière est déposée dans une chambre spéciale. On l'orne, on l'entretient, et, le plus souvent, quand elle a déjà reçu la dépouille mortelle, elle est conservée pendant de longues années avec un soin pieux. En somme, le respect pour les morts fait le fond de la religion chinoise et contribue à rendre plus étroits les liens de la famille. Donc, Kin Fo, plus que tout autre, grâce à son tempérament, devait envisager avec une parfaite tranquillité la pensée de mettre fin à ses jours. Il avait assuré le sort des 2 êtres auxquels revenait son affection. Que pouvait-il regretter maintenant? Rien. Le suicide ne devait même pas lui causer un remords. Ce qui est un crime dans les pays civilisés d'Occident n'est plus qu'un acte légitime, pour ainsi dire, au milieu de cette civilisation bizarre de l'Asie orientale. Le parti de Kin Fo était donc bien pris, et aucune influence n'aurait pu le détourner de mettre son projet à exécution, pas même l'influence du philosophe Wang. Au surplus, celui-ci ignorait absolument les desseins de son élève. Sun n'en savait pas davantage et n'avait remarqué qu'une chose, c'est que, depuis son retour, Kin Fo se montrait plus endurant pour ses sottises quotidiennes. Décidément, Sun revenait sur son compte, il n'aurait pu trouver un meilleur maître, et, maintenant, sa précieuse queue frétillait sur son dos dans une sécurité toute nouvelle. Un dicton chinois dit « Pour être heureux sur terre, il faut vivre à Canton et mourir à Liao Tchéou ». C'est à Canton, en effet, que l'on trouve toutes les opulences de la vie, et c'est à Liao Tchéou que se fabriquent les meilleurs cercueils. Kin Fo ne pouvait manquer de faire sa commande dans la bonne maison, de manière que son dernier lit de repos arrivât à temps. Être correctement couché pour le suprême sommeil est la constante préoccupation de tout célestial qui sait vivre. En même temps, Kin Fo fit acheter un coq blanc, dont la propriété, comme on sait, est de s'incarner les esprits qui voltigent et saisiraient au passage un des 7 éléments dont se compose une âme chinoise. On voit que si l'élève du philosophe Wang se montrait indifférent aux détails de la vie, il l'était moins pour ceux de la mort. Cela fait, il n'avait plus qu'à rédiger le programme de ses funérailles. Donc, ce jour même, une belle feuille de ce papier, dit papier de riz, à la confection duquel le riz est parfaitement étranger, reçut les dernières volontés de Kin Fo. Après avoir légué à la jeune veuve sa maison de Shanghai et à Wang un portrait de l'empereur Taiping, que le philosophe regardait toujours avec complaisance, le tout sans préjudice des capitaux assurés par la centenaire, Kin Fo traça d'une main ferme l'ordre et la marche des personnages qui devaient assister à ses obsèques. D'abord, à défaut de parents, qu'il n'avait plus, une partie des amis qu'il avait encore devait figurer en tête du cortège, tous vêtus de blanc, qui est la couleur de deuil dans le céleste empire. Le long des rues, jusqu'au tombeau élevé depuis longtemps dans la campagne de Shanghai, se déploierait une double rangée de valets d'enterrement, portant différents attributs, parasol bleu, hallebarde, main de justice, écran de soie, écriteau avec le détail de la cérémonie, les 10 valets habillés d'une tunique noire à ceinture blanche et coiffés d'un feutre noir à aigrette rouge. Derrière le premier groupe d'amis marcherait un guide, écarlate des pieds à la tête, battant le gong et précédant le portrait du défunt, couché dans une sorte de châsse richement décorée. Puis viendrait un second groupe d'amis, de ceux qui doivent s'évanouir à intervalles réguliers sur des coussins préparés pour la circonstance. Enfin, un dernier groupe de jeunes gens, abrités sous un dais bleu et or, sèmerait le chemin de petits morceaux de papier blanc, percés d'un trou comme des sapèques, et destinés à distraire les mauvais esprits qui seraient tentés de se joindre au convoi. Alors apparaîtrait le catafalque, énorme palanquin tendu d'une soie violette, brodé de dragons d'or, que 50 valets porteraient sur leurs épaules, au milieu d'un double rang de bonzes. Les prêtres chasublés de robes grises, rouges et jaunes, récitant les dernières prières,
alternerait avec le tonnerre des gongs, le glapissement des flûtes et l'éclatante fanfare des trompes longues de 6 pieds. À l'arrière, enfin, les voitures de deuil, drapées de blanc, fermeraient ce somptueux convoi, dont les frais devraient absorber les dernières ressources de l'opulent défunt. En somme, ce programme n'offrait rien d'extraordinaire. Bien des enterrements de cette classe circulent dans les rues de Canton, de Shanghai ou de Pékin, et les célestials n'y voient qu'un hommage naturel rendu à la personne de celui qui n'est plus. Le 20 octobre, une caisse, expédiée de Liao Tchéou, arriva à l'adresse de Kin Fo en son habitation de Shanghai. Elle contenait, soigneusement emballé, le cercueil commandé pour la circonstance. Ni Wang, ni Sun, ni aucun des domestiques du Yamen n'eut lieu d'être surpris. On le répète, pas un Chinois qui ne tienne à posséder de son vivant le lit dans lequel on le couchera pour l'éternité. Ce cercueil, un chef-d'œuvre du fabricant de Liao Tchéou, fut placé dans la chambre des ancêtres. Là, brossé, ciré, astiqué, il eût attendu longtemps, sans doute, le jour où l'élève du philosophe Wang l'aurait utilisé pour son propre compte. Il n'en devait pas être ainsi. Les jours de Kin Fo étaient comptés, et l'heure était proche qui devait le reléguer dans la catégorie des aïeux de la famille. En effet, c'était le soir même que Kin Fo avait définitivement résolu de quitter la vie. Une lettre de la désolée Liu arriva dans la journée. La jeune veuve mettait à la disposition de Kin Fo le peu qu'elle possédait. La fortune n'était rien pour elle. Elle saurait s'en passer. Elle l'aimait. Que lui fallait-il de plus? Ne saurait-il être heureux dans une situation plus modeste? Cette lettre, empreinte de la plus sincère affection, ne put modifier les résolutions de Kin Fo. Ma mort seule peut l'enrichir, pensa-t-il. Restait à décider où et comment s'accomplirait cet acte suprême. Kin Fo éprouvait une sorte de plaisir à régler ces détails. Il espérait bien qu'au dernier moment, une émotion, si passagère qu'elle dût être, lui ferait battre le cœur. Dans l'enceinte du Yamen s'élevaient 4 jolis kiosques, décorés avec toute la fantaisie qui distingue le talent des ornemanistes chinois. Ils portaient des noms significatifs. Le pavillon du bonheur, où Kin Fo n'entrait jamais. Le pavillon de la fortune, qu'il ne regardait qu'avec le plus profond dédain. Le pavillon du plaisir, dont les portes étaient depuis longtemps fermées pour lui. Le pavillon de longue vie, qu'il avait résolu de faire abattre. Ce fut celui-là que son instinct le porta à choisir. Il résolut de s'y enfermer à la nuit tombante. C'est là qu'on le retrouverait le lendemain, déjà heureux dans la mort. Ce point décidé, comment mourrait-il? Se fendre le ventre comme un Japonais? S'étrangler avec la ceinture de soie comme un mandarin? S'ouvrir les veines dans un bain parfumé comme un épicurien de la Rome antique? Non. Ces procédés auraient eu tout d'abord quelque chose de brutal, de désobligeant pour ses amis et pour ses serviteurs. 1 ou 2 grains d'opium mélangés d'un poison subtil devaient suffire à le faire passer de ce monde à l'autre sans qu'il en eût même conscience, emporté peut-être dans un de ces rêves qui transforment le sommeil passager en sommeil éternel. Le soleil commençait déjà à s'abaisser sur l'horizon. Kin Fo n'avait plus que quelques heures à vivre. Il voulut revoir, dans une dernière promenade, la campagne de Shanghai et ses rives du Huangpu sur lesquelles il avait si souvent promené son ennui. Seul, sans avoir même entrevu Wang pendant cette journée, il quitta le Yamen pour y entrer une fois encore et n'en plus jamais sortir. Le territoire anglais, le petit pont jeté sur le creek, la concession française, furent traversés par lui de ce pas indolent qu'il n'éprouvait même pas le besoin de presser à cette heure suprême. Par le quai qui longe le port indigène, il contourna la muraille de Shanghai jusqu'à la cathédrale catholique romaine, dont la coupole domine le faubourg méridional. Alors, il inclina vers la droite et remonta tranquillement le chemin qui conduit à la pagode de Longhao. C'était la vaste et plate campagne, se développant jusqu'à ces hauteurs ombragées qui limitent la vallée du Min, immense plaine marécageuse dont l'industrie agricole a fait des rizières. Ici et là, un lacis de canaux que remplissait la haute mer, quelques villages misérables dont les huttes de roseaux étaient tapissées d'une boue jaunâtre, 2 ou 3 champs de blé surélevés pour être à l'abri des eaux. Le long des étroits sentiers, un grand nombre de chiens, de chevreaux blancs, de canards et d'oies s'enfuyaient à toutes pattes ou à tire-d'aile lorsque quelques passants venaient troubler leurs ébats. Cette campagne, richement cultivée, dont l'aspect ne pouvait étonner un indigène,
aurait cependant attiré l'attention et peut-être provoqué la répulsion d'un étranger. Partout, en effet, des cercueils s'y montraient par centaines. Sans parler des monticules dont le tertre recouvrait les morts définitivement enterrés, on ne voyait que des piles de boîtes oblongues, des pyramides de bière étagées comme les madriers d'un chantier de construction. La plaine chinoise, aux abords des villes, n'est qu'un vaste cimetière. Les morts encombrent le territoire aussi bien que les vivants. On prétend qu'il est interdit d'enterrer ces cercueils tant qu'une même dynastie occupe le trône du Fils du ciel, et ces dynasties durent des siècles. Que l'interdiction soit vraie ou non, il est certain que les cadavres, couchés dans leur bière, celles-ci peintes de vives couleurs, celles-là sombres et modestes, les unes neuves et pimpantes, les autres tombant déjà en poussière, attendent pendant des années le jour de la sépulture. Kin Fo n'en était plus à s'étonner de cet état de choses. Il allait, d'ailleurs, en homme qui ne regarde pas autour de lui. Deux étrangers, vêtus à l'européenne, qu'il avait suivis depuis sa sortie du Yamen, n'attirèrent même pas son attention. Il ne les vit pas, bien que ceux-ci semblassent ne point vouloir le perdre de vue. Il se tenait à quelque distance, suivant Kin Fo quand celui-ci marchait, s'arrêtant dès qu'il suspendait sa marche. Parfois, ils échangeaient entre eux certains regards, deux ou trois paroles, et, bien certainement, ils étaient là pour l'épier. De taille moyenne, n'ayant pas dépassé 30 ans, lestes, bien découplés, on eût dit deux chiens d'arrêt à l'œil vif, aux jambes rapides. Kin Fo, après avoir fait 1 lieue environ dans la campagne, revint sur ses pas afin de regagner les rives du Huangpu. Les deux limiers rebroussèrent aussitôt chemin. Kin Fo, en revenant, rencontra deux ou trois mendiants du plus misérable aspect et leur fit l'aumône. Plus loin, quelques chinoises chrétiennes, de celles qui ont été formées à ce métier de dévouement par les sœurs de charité françaises, croisèrent la route. Elles allaient, une hotte sur le dos, et dans ces hottes rapportaient à la maison des crèches de pauvres êtres abandonnés. On les a justement nommés les chiffonnières d'enfants. Et ces petits malheureux sont-ils autre chose que des chiffons jetés au coin des bornes? Kin Fo vida sa bourse dans la main de ses charitables sœurs. Les deux étrangers parurent assez surpris de cet acte de la part d'un célestial. Le soir était venu. Kin Fo, de retour au mur de Shang-haï, reprit la route du quai. La population flottante ne dormait pas encore. Cris et chants éclataient de toutes parts. Kin Fo écouta. Il lui plaisait de savoir quelles seraient les dernières paroles qu'il lui serait donné d'entendre. Une jeune tankadère, conduisant son sampan à travers les sombres eaux du Huangpu, chantait ainsi. Ma barque aux fraîches couleurs est parée de 1000 et 10 000 fleurs. Je t'attends, l'âme enivrée. Il doit revenir demain, Dieu le veille. Que ta main à son retour le protège et fait que son long chemin s'abrège. Il reviendra demain. Et moi, où serai-je demain? Pensa Kin Fo en secouant la tête. La jeune tankadère reprit. Il est allé loin de nous, j'imagine, jusqu'au pays des Mandchous, jusqu'aux murailles de Chine. Ah, que mon cœur souvent tressaillait lorsque le vent se déchaînant faisait rage et qu'il s'en allait bravant l'orage. Kin Fo écoutait toujours et ne dit rien cette fois. La tankadère finit ainsi. Qu'as-tu besoin de courir la fortune? Loin de moi veux-tu mourir? Voici la troisième lune vient, le bonze nous attend pour unir au même instant les deux phénix, nos emblèmes.
Viens, reviens, je t'aime tant et tu m'aimes. Oui, peut-être, murmura Kin Fo. La richesse n'est-elle pas tout en ce monde? Mais la vie ne vaut pas qu'on essaie. Une demi-heure après, Kin Fo rentrait à son habitation. Les deux étrangers, qui l'avaient suivi jusque-là, durent s'arrêter. Kin Fo tranquillement se dirigea vers le kiosque de Longue Vie, en ouvrit la porte, la referma, et se trouva seul dans un petit salon, doucement éclairé par la lumière d'une lanterne à verre dépoli. Sur une table, faite d'un seul morceau de jade, se trouvait un coffret contenant quelques grains d'opium, mélangés d'un poison mortel, un en-cas que le riche ennuyé avait toujours sous la main. Kin Fo prit 2 de ces grains, les introduisit dans une de ces pipes de terre rouge dont se servent habituellement les fumeurs d'opium, puis il se disposa à l'allumer. « Eh, quoi ?» dit-il. « Pas même une émotion, au moment de m'endormir pour ne plus me réveiller ?» Il hésita un instant. « Non !» s'écria-t-il, en jetant la pipe qui se brisa sur le parquet. « Je la veux, cette suprême émotion, ne fût-ce que celle de l'attente. Je la veux, je l'aurai. » Et, quittant le kiosque, Kin Fo, d'un pas plus pressé que d'ordinaire, se dirigea vers la chambre de Wang. Chapitre 8, où Kin Fo fait à Wang une proposition sérieuse que celui-ci accepte non moins sérieusement. Le philosophe n'était pas encore couché. Étendu sur un divan, il lisait le dernier numéro de la Gazette de Pékin. Lorsque ses sourcils se contractaient, c'est que, très certainement, le journal adressait quelques compliments à la dynastie régnante des Tsing. Kin Fo poussa la porte, entra dans la chambre, se jeta sur un fauteuil, et, sans autre préambule, « Wang, dit-il, je viens te demander un service. »« 10 000 services, répondit le philosophe, en laissant tomber le journal officiel. Parle, parle, mon fils, sans crainte, et, quel qu'il soit, je te les rendrai. Le service que j'attends, dit Kin Fo, est de ceux qu'un ami ne peut rendre qu'une fois. Après celui-là, Wang, je te tiendrai quitte des 9 999 autres, et j'ajoute que tu ne devras même pas attendre un remerciement de ma part. Le plus habile explicateur des choses inexplicables ne te comprendrait pas. De quoi s'agit-il? Wang, dit Kin Fo, je suis ruiné. Ah ah, dit le philosophe du ton d'un homme auquel on apprend plutôt une bonne nouvelle qu'une mauvaise. La lettre que j'ai trouvée ici à notre retour de Canton, reprit Kin Fo, me mandait que la Central Bank californienne était en faillite. En dehors de ce yamen et d'1 millier de dollars, qui peuvent me faire vivre 1 ou 2 mois encore, il ne me reste plus rien. Ainsi, demanda Wang, après avoir bien regardé son élève, ce n'est plus le riche Kin Fo qui me parle? C'est le pauvre Kin Fo, que la pauvreté n'effraie aucunement d'ailleurs. Bien répondu, mon fils, dit le philosophe en se levant. Je n'aurais donc pas perdu mon temps et mes peines à t'enseigner la sagesse. Jusqu'ici, tu n'avais que végété sans goût, sans passion, sans lutte. Tu vas vivre maintenant. L'avenir est changé. Qu'importe, a dit Confucius, et le Talmud après lui. Il arrive toujours moins de malheurs qu'on ne craint. Nous allons donc enfin gagner notre riz de chaque jour. Le Nunchum nous l'apprend. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. La roue de la fortune tourne sans cesse et le vent du printemps est variable. Riche ou pauvre, sache accomplir ton devoir. Partons-nous? Et véritablement, Wang, en philosophe pratique, était prêt à quitter la somptueuse habitation. Kin Fo l'arrêta. J'ai dit, reprit-il, que la pauvreté ne m'effrayait pas, mais j'ajoute que c'est parce que je suis décidé à ne point la supporter. Ah, fit Wang, tu veux donc mourir? Mourir, répondit tranquillement le philosophe. L'homme qui est décidé à en finir avec la vie n'en dit rien à personne. Ce serait déjà fait, reprit Kin Fo, avec un calme qui ne le cédait pas à celui du philosophe, si je n'avais voulu que ma mort me causât au moins une première et dernière émotion. Or, au moment d'avaler un de ces grains d'opium que tu sais, mon cœur battait si peu que j'ai jeté le poison et je suis venu te trouver. Veux-tu donc, ami, que nous mourions ensemble? Répondit Wang en souriant. Non, dit Kin Fo, j'ai besoin que tu vives. Pourquoi? Pour me frapper de ta propre main. À cette proposition inattendue, Wang ne tressaillit même pas. Mais Kin Fo, qui le regardait bien en face, vit briller un éclair dans ses yeux. L'ancien Taï Ping se réveillait-il?
Cette besogne dont son élève allait le charger, ne trouverait-elle pas en lui une hésitation? 18 années auraient donc passé sur sa tête sans étouffer les sanguinaires instincts de sa jeunesse? Au fils de celui qui l'avait recueilli, il ne ferait pas même une objection? Il accepterait, sans broncher, de le délivrer de cette existence dont il ne voulait plus? Il ferait cela, lui, Wang, le philosophe? Mais cet éclair s'éteignit presque aussitôt. Wang reprit sa physionomie ordinaire de brave homme, un peu plus sérieuse peut-être. Et alors, se rasseyant: C'est là le service que tu me demandes? Dit-il. Oui, reprit Kin Fo, et ce service t'acquittera de tout ce que tu pourrais t'imaginer devoir à Chung Héou et à son fils. Que devrais-je faire? Demanda simplement le philosophe. D'ici au 25 juin, 28e jour de la 6e lune, tu entends bien, Wang, jour où finira ma 31e année, je dois avoir cessé de vivre. Il faut que je tombe frappé par toi, soit par devant, soit par derrière, le jour, la nuit, n'importe où, n'importe comment, debout, assis, couché, éveillé, endormi, par le fer ou par le poison. Il faut qu'à chacune des 80 000 minutes dont se composera ma vie pendant 55 jours encore, j'ai la pensée et, je l'espère, la crainte que mon existence va brusquement finir. Il faut que j'aie devant moi ces 80 000 émotions, si bien que, au moment où se sépareront les 7 éléments de mon âme, je puisse m'écrier: Enfin, j'ai donc vécu! Kin Fo, contre son habitude, avait parlé avec une certaine animation. On remarquera aussi qu'il avait fixé à 6 jours avant l'expiration de sa police la limite extrême de son existence. C'était agir en homme prudent, car, faute du versement d'une nouvelle prime, un retard eût fait déchoir ses ayants droit du bénéfice de l'assurance. Le philosophe l'avait écouté gravement, jetant à la dérobée quelques rapides regards sur le portrait du roi Taiping, qui ornait sa chambre, portrait dont il devait hériter, ce qu'il ignorait encore. « Tu ne reculeras pas devant cette obligation que tu vas prendre de me frapper? Demanda Kin Fo. Wang, d'un geste, indiqua qu'il n'en était pas à cela près. Il en avait vu bien d'autres, lorsqu'il s'insurgeait sous les bannières des Taiping. Mais il ajouta, en homme qui veut, cependant, épuiser toutes les objections avant de s'engager: Ainsi tu renonces aux chances que le vrai maître t'avait réservées d'atteindre l'extrême vieillesse? J'y renonce. Sans regret? Sans regret, répondit Kin Fo. Vivre vieux, ressembler à quelques morceaux de bois qu'on ne peut plus sculpter? Riche, je ne le désirais pas. Pauvre, je le veux encore moins. Et la jeune veuve de Pékin, dit Wang, oublies-tu le proverbe: la fleur avec la fleur, le saule avec le saule? L'entente de 2 cœurs fait 100 années de printemps? Contre 300 années d'automne, d'été et d'hiver, répondit Kin Fo en haussant les épaules. Non, Léou, pauvre, serait misérable avec moi. Au contraire, ma mort lui assure une fortune. Tu as fait cela? Oui, et toi-même, Wang, tu as 50 000 dollars placés sur ma tête. Ah, fit simplement le philosophe, tu as réponse à tout. À tout, même à une objection que tu ne m'as pas encore faite. Laquelle? Mais le danger que tu pourrais courir, après ma mort, d'être poursuivi pour assassinat? Oh, fit Wang, il n'y a que les maladroits ou les poltrons qui se laissent prendre. D'ailleurs, où serait le mérite de te rendre ce dernier service, si je ne risquais rien? Non pas, Wang, je préfère te donner toute sécurité à cet égard. Personne ne songera à t'inquiéter. Et, ce disant, Kin Fo s'approcha d'une table, prit une feuille de papier, et, d'une écriture nette, il traça les lignes suivantes. C'est volontairement que je me suis donné la mort par dégoût et lassitude de la vie. Kin Fo. Et il remit le papier à Wang. Le philosophe le lut d'abord tout bas, puis il le relut à voix haute. Cela fait, il le plia soigneusement et le plaça dans un carnet de notes qu'il portait toujours sur lui. Un second éclair avait allumé son regard. « Tout cela est sérieux de ta part? » dit-il en regardant fixement son élève. « Très sérieux. »« Ce ne le sera pas moins de la mienne. »« J'ai ta parole? » ?»« Tu l'as. »« Donc, avant le 25 juin au plus tard, j'aurai vécu? » »« Je ne sais si tu auras vécu dans le sens où tu l'entends, » répondit gravement le philosophe. « Mais, à coup sûr, tu seras mort. Merci et adieu, Wang. Adieu, Kin Fo. » Et, là-dessus, Kin Fo quitta tranquillement la chambre du philosophe.